On commence? Dans 2 minutes, Alors on essaie de retransmettre la conférence de presse directement sur Facebook. Et David va se charger de faire la promotion du lien. oui, dès que je l'aurai. Marie a été très efficace la dernière fois aussi. Pour... Ah ouais. Pour relayer le... Je n'ai pas retrouvé le livre. D'accord. Oui, tu vas. Oui, je suis venu. C'est pas grave. Surtout que je reste sur le chemin, je suis en train de monter. Ah oui. Vous avez le droit de parler, on ne sait pas commencer, ça fait un peu... C'est bon, vous pouvez commencer quand vous voulez. C'est bon? Alors bonjour à tous et j'allais dire à toutes, mais en dehors de moi. Donc bonjour à tous. Je suis Marie-Christine Vergia, je suis députée européenne de la gauche européenne et je suis en quelque sorte l'initiatrice de la résolution qui a été adoptée au Parlement européen. Donc la première chose que j'ai envie de préciser, c'est que cette résolution existe bien, contrairement à un certain nombre d'affirmations que l'on entend ici ou là en France du côté gouvernemental et ami, et que même si la France n'est pas nommément citée dans cette résolution, il n'a fait aucun doute pour aucun des observateurs que cette résolution visait bien d'abord et avant tout la situation en France, même si elle pouvait s'étendre à d'autres pays européens. L'actualité au moment de l'adoption de la résolution, le 14 février, était la situation en France. Et cette résolution a été adoptée par une très large majorité des parlementaires européens, 438 pour, 78 contre et 87 abstentions. Je fais partie des gens qui se sont abstenus d'ailleurs, parce que je trouve que cette résolution n'allait pas assez loin. Je me félicite qu'elle ait été adoptée, parce qu'elle rappelle les grands principes, et nous pourrons y revenir, en matière de droit de manifester et d'usage proportionné de la force. Ce ne sont pas des vains mots, c'est une jurisprudence constante de toutes les instances internationales qui suivent les questions des droits de l'homme en la matière, de toujours mettre droit de manifester pacifiquement et usage proportionné de la force en parallèle. Donc c'est bien ce qu'a fait le Parlement européen. Il n'allait pas assez loin de mon point de vue parce que nous avions demandé, mon groupe en tout cas avait demandé l'interdiction des armes dites non létales, alors on dit moins létales maintenant, intermédiaires, on ne sait plus comment les appeler, mais une chose est sûre, c'est que ces armes sont dangereuses, mutilantes, voire mortifères, et qu'elles sont mal utilisées. Toutes les interventions par les uns et les autres confirment cette situation. Donc le Parlement européen le 14 février, le même jour, les experts, et pas n'importe lesquels, les rapporteurs spéciaux en charge de ces questions à l'ONU, et cette semaine, la commissaire européenne aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Attention, ne confondez pas le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, ce n'est pas le Conseil européen, c'est les institutions qui sont centrées sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, c'est très important qu'il y ait cette référence-là. Je vais pas redonner les chiffres parce que je préfère que ce soit nos invités qui parlent, mais j'avais envie de refaire une conférence de presse pour faire le point après tout ça en insistant sur la question de l'interdiction des LBD, mais mes invités ont une parole bien évidemment libre. Je vous les présente. David Dufresne, qui n'est même pas la peine de vous présenter, qui est notre statisticien du moment, qui recense les témoignages des personnes blessées quasiment depuis le début des manifestations. Florent Marcy, journaliste, réalisateur, documentariste, qui a l'habitude de travailler
sur les terrains de guerre et qui a lui-même été blessé, même si ce n'est pas de ça dont il va nous parler, pendant le cadre des manifestations, et en tout cas qui filme depuis lors les violences en la matière. Raphaël Kampf, qui est avocat au barreau de Paris, qui accompagne un certain nombre de victimes. Alors je dirais tant des victimes de l'usage disproportionné de la force que de ceux qui font l'objet d'arrestations j'ai perdu le mot, arbitraires et de comparution immédiate. J'ajouterais juste une chose par rapport à ça. La plupart des personnes qui sont arrêtées le sont dans le cadre de comparution immédiate, 1290 d'après les chiffres de la commissaire aux droits de l'homme. Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que les gens qui manifestent autour des Gilets jaunes sont des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui ont des casiers judiciaires vierges, et que cet élément-là ne semble pas avoir été pris en compte par les forces de l'ordre. Ce sont des gens plutôt modestes en prime, donc quand ils se retrouvent dans une situation de comparution immédiate, ils sont totalement désemparés et pas du tout habitués à ce genre de situation. Donc je pense que là aussi, il y a un problème. Et enfin, bien évidemment, dans le contexte, ce n'est pas avec une loi comme celle qu'on est en train d'imaginer sur la base de la proposition de loi anti-casseurs que l'on va régler les problèmes. Au contraire, nous allons mettre encore un peu plus d'huile sur le feu. On ne répond pas à la violence par la violence. Le nombre de victimes que l'on peut déplorer dans ce cadre-là est assez dramatique de ce point de vue-là. J'ai oublié de dire que nous allions être rejoints par Laurentine, qui vient de Besançon, donc qui a besoin d'un peu plus de temps pour arriver, qui est dans les transports, qui devrait nous rejoindre. Laurentine, c'est le neurochirurgien qui est à l'initiative de la pétition des soignants pour un moratoire de l'usage des armes sublétales, dit-il dans sa pétition, donc je reprends ces termes. Par qui on commence? L'avocat? Merci de l'invitation. Alors, vous avez dit qu'on ne savait pas comment nommer ces armes. Alors, s'agissant tout d'abord de la GLI-F4, donc la grenade lacrymogène instantanée de type F4, je sais comment la nommer. Et c'est pas moi qui la nomme, c'est la loi, c'est une arme de guerre. C'est-à-dire que le Code de la sécurité intérieure définit un certain nombre d'armes considérées comme des armes de guerre, et la GLI-F4 en fait partie. Donc de ce point de vue-là, oui, on sait qu'on peut nommer ces armes-là. On sait aussi qu'on peut la nommer comme étant une arme létale, la GLI-F4. Et alors ça, c'est pas moi qui le dis parce que ça me fait plaisir, c'est en 2014, donc un rapport conjoint de l'IGPN et de l'IGGN, donc Inspection Générale de la Police Nationale et Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, qui, après la mort de Rémi Fraisse, tué à Sivins par une grenade offensive de type OFF1, ont fait un rapport sur ces grenades et sur les munitions et les armes du maintien de l'ordre. Et donc ces deux instances, ces deux hautes instances de la police et de la gendarmerie, ont dit que la GLI-F4 pouvait blesser mortellement un individu. Je cite, ce sont les termes du rapport. Donc de ce point de vue-là, on sait depuis 2014, et l'État le sait parce que c'est sa police et sa gendarmerie qui le lui disent, que cette grenade GLI-F4 est létale, dans le sens où elle peut blesser mortellement quelqu'un. Bon, c'est une périphrase, mais se dire ça peut tuer. Donc c'est létal. Pour poursuivre sur la question de cette grenade, et après j'en reviendrai au LBD, cette grenade, donc on avait ce rapport en 2014. En 2016, une question est posée à l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Bernard Cazeneuve au sujet de cette grenade. Et donc Bernard Cazeneuve reconnaît dans sa réponse aux parlementaires qui lui posent la question que effectivement, on va trouver une munition de remplacement à la GLI-F4. Donc ce qui est bien dire, quand on dit on va remplacer cette munition, c'est qu'on sait que cette munition pose un problème. Et pourquoi elle pose un problème? Parce qu'il y a dans sa composition une substance explosive, donc qui peut avoir des conséquences extrêmement graves pour les citoyens. Et donc Cazeneuve reconnaît devant la représentation nationale qu'il faut changer de munition et qu'ils sont en train de changer de munition et qu'ils sont en train de développer, c'est ce qui est indiqué, conjointement
les CRS et la gendarmerie nationale, ils développent conjointement, je cite Cazeneuve, une munition qui aura les mêmes effets sur l'adversaire. Alors on note entre parenthèses le vocabulaire guerrier employé par le ministre de l'Intérieur, l'adversaire, mais qui ne contiendra aucune matière explosive. Donc c'était reconnaître implicitement la gravité, la dangerosité et les problèmes posés par la grenade GLI F4. Et Cazeneuve nous dit à l'époque, on est en juillet 2016, que cette nouvelle munition devrait être opérationnelle sous 2 à 3 ans. Donc 2 à 3 ans, c'est à peu près maintenant. Le mouvement des Gilets jaunes a permis de démontrer, malheureusement, que la GLI F4 était encore employée aujourd'hui et que des personnes ont été très, très gravement blessées, mais je pense que ce sera dit de manière un peu plus précise tout à l'heure, depuis 3 mois à cause de cette arme. Nous avons, quand je dis nous, c'est un petit groupe d'avocats, fin novembre, depuis le mois de novembre 2018, demandé tout d'abord à Castaner, ministre de l'Intérieur, de ne plus utiliser la GLI F4 dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Nous avons ensuite, début décembre, formé un courrier un peu plus formel, adressé ce courrier à Édouard Philippe, Premier ministre, pour lui demander d'abroger le décret permettant l'utilisation de la GLI F4 dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Nous n'avons toujours pas eu de réponse, ni de Bernard Cazeneuve, ni de monsieur Édouard Philippe. Voilà ce que je vais dire sur la GLI F4. Maintenant, sur le lanceur de balles de défense. Le lanceur de balles de défense, alors on sait qu'il pose un problème dans le cadre du maintien de l'ordre. Je dis on parce que c'est le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui l'a indiqué dans un rapport sur le maintien de l'ordre de 2017. Donc c'est quand même intéressant parce que ce rapport a été publié il y a un peu plus d'1 an et en dehors du contexte du mouvement des Gilets jaunes. Et dans ce rapport, il dit qu'il ne faut plus utiliser le LBD dans le cadre du maintien de l'ordre. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans ce rapport, on apprend que le préfet de police de Paris lui-même a indiqué à Jacques Toubon qu'il avait pris la décision d'interdire l'usage du LBD 4046 dans les opérations de maintien de l'ordre au regard de sa dangerosité et de son caractère inadapté dans ce contexte. Fin de citation. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que Jacques Toubon à l'époque recueille, d'une certaine manière, est le dépositaire de l'engagement et de la décision du préfet de police de Paris et il en prend acte et il s'en félicite évidemment. Comme vous le savez, le LBD a, malgré cette décision, été utilisé dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre depuis 3 mois, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc la question que je me pose, et que vous vous posez peut-être, c'est que l'État sait que ces armes sont dangereuses, et pour l'une d'entre elles, il a même pris la décision de ne plus l'utiliser très officiellement. Et on constate qu'elle continue à être utilisée. Donc la question est pourquoi l'État, à travers sa police, à travers ses préfets, continue à utiliser ces armes-là. Moi, la réponse que je fais, et c'est la seule à mon avis qui est solide, c'est que le gouvernement joue une stratégie de la tension, dans le but de faire peur aux manifestants et de les dissuader d'aller manifester. C'est-à-dire que si on sait qu'on utilise des armes dangereuses et qu'elles peuvent tuer ou faire perdre un œil, éborgner des gens, avoir des conséquences extrêmement graves sur l'intégrité physique de nos concitoyens, eh bien, selon moi, c'est précisément parce que le gouvernement veut que les gens n'aillent plus manifester. Voilà mon hypothèse. Alors sur le LBD, je pense que ça a été dit, mais il y a eu des condamnations de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Voilà, peut-être qu'on reviendra un peu plus sur ce point. Et des condamnations, on va dire, générales par un certain nombre d'acteurs de la société civile ou autres. Un dernier point, j'en aurais terminé sur cette présentation. Quand on dépose plainte pour des victimes, de tirs de LBD ou de grenades GLI F4, les procédures sont extrêmement longues, elles prennent énormément de temps. C'est-à-dire que, pour vous donner des exemples, il faut savoir que ce type d'arme a été utilisé avant les manifestations, surtout le LBD a été utilisé souvent dans les quartiers populaires. Et il y a un grand nombre de personnes qui ont été victimes de cette arme dans les quartiers. Et j'ai le cas d'un jeune qui a été blessé par une arme, par un LBD, il y a 3 ans à Argenteuil, et sa procédure est toujours en cours. C'est-à-dire que le procureur de Pontoise, à qui je réécris régulièrement dans ce dossier, ne m'a toujours pas fait état des suites qu'il entendait donner à la plainte qu'il avait déposée donc il y a 3 ans. Pendant ce temps-là, ce jeune homme avait été poursuivi lui-même en justice et accusé devant la justice
pour des faits de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Et il a été relaxé, voilà. Mais je donne cet exemple pourquoi? Parce que cet exemple est typique de ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que des plaintes pour les Gilets jaunes victimes, il y en a qui sont déposées, mais tous les jours. Et ça prend du temps, c'est-à-dire qu'on va nous dire « Ah oui, mais il n'y a encore eu aucun policier qui a été condamné, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas fait un usage disproportionné ou illégitime de la force. » Non, c'est parce que ces procédures, elles mettent énormément de temps. Et de l'autre côté, par contre, les Gilets jaunes, ils sont arrêtés de manière massive, collective, préventive et souvent arbitraire, ils sont placés en garde à vue et certains d'entre eux sont conduits en comparution immédiate et eux, on n'a absolument aucune difficulté à les juger extrêmement rapidement et à les condamner souvent sévèrement de manière extrêmement rapide. Donc on voit bien que la justice, et plus précisément en l'occurrence le ministère public qui est chargé de diligenter l'action publique, on voit bien que le ministère public a fait le choix de mettre en musique une politique gouvernementale consistant à réprimer judiciairement et rapidement les gilets jaunes, tandis qu'on ne va pas faire ça trop rapidement s'agissant des violences qui peuvent être imputables aux membres des forces de l'ordre. Voilà. Merci beaucoup Raphaël. Je vais passer la parole à David Dufresne maintenant, qui est présenté par la commissaire au programme de journaliste qui effectue le décompte. Donc, je le laisse nous expliquer ce qu'il fait exactement. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de votre présence. Donc en effet, début décembre, je me mets à répertorier quelques cas documentés au sens où il y a des traces vidéo, photographiques, puis par la suite des plaintes, puis par la suite des certificats médicaux, etc., parfois des radios, etc. Bon. Ce qui veut dire que moi, mes statistiques sont en deçà de la réalité. Puisque mes moyens étant ce qu'ils sont, je suis obligé de n'aller chercher que des choses où il y a des traces visibles qu'on peut discuter, qui sont là, Donc aujourd'hui, j'en suis à 480 signalements. Dans ces signalements, la gravité n'est pas toujours n'est pas la même, mais la masse fait sens. La masse, c'est que nous sommes sortis très clairement du maintien de l'ordre vers une politique de répression d'un mouvement social. Et le nombre de blessés, le nombre de tirs, puisqu'on a appris hier, grâce à la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, on a appris hier le nombre de tirs de LBD depuis 3 mois, il est de 12 000 balles. 12 000. C'est-à-dire qu'il dépasse toute l'utilisation depuis toutes les années, en France, du LBD en 30 ans. On a dépassé à peu près le chiffre. Donc 12 000 tirs de LBD, alors que le LBD, son nom, c'est le port-salut, c'est écrit dessus, c'est une balle de défense, hein, pas une balle d'attaque. 12 000, ça veut bien dire qu'il y a eu des tirs d'attaque, des tirs de dispersion, et que l'arme n'a pas été utilisée dans la doctrine dans laquelle elle est inscrite. Et donc, si vous voulez, alors je pourrais, si ça vous intéresse, détailler la méthodologie, etc., comment je travaille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un mois et demi, face au déni total de l'État, je me suis dit, il faut sortir de là, et donc je suis allé voir Mediapart, et on a conçu un outil qui automatise quasiment mes tweets pour en faire une base de données que vous pouvez consulter à tout moment sur Mediapart, où vous avez acte par acte, arme par arme, type de blessure par type de blessure, ce que je répertorie presque heure par heure sur mon compte Twitter. Après le déni, sont arrivés les mensonges d'État dans lesquels nous sommes aujourd'hui, et le dernier d'entre eux étant celui d'Emmanuel Macron hier lors de sa conférence de presse avec Angela Merkel, où il nous a expliqué que si on ne voulait pas être blessé, il ne fallait pas venir en manifestation. Ce qui est proprement sidérant dans un pays comme la France, qui s'est fabriqué, construit, manifestation après manifestation. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une affaire politique. Voilà. On a une répression policière,
on a des mensonges d'État, on a une masse de blessés. Laurent détaillera tout à l'heure le caractère incroyable des blessés. Et aujourd'hui, puisqu'on a 3 mois, après les premiers blessés par rapport aux Gilets jaunes, on a aussi d'autres séquelles, qui sont des séquelles sociales. Je parlerai juste 2 secondes de Lilian, 15 ans, cet adolescent à Strasbourg, qui a été atteint d'une balle de LBD alors qu'il n'était pas dans une manifestation, donc il était un passant. Il sortait des soldes de Strasbourg, plus exactement du concurrent de Decathlon. Je sais faire un peu de buzz, Gosport, puisqu'on voit un sac plein de sang. Lilian, 15 ans, se prend une balle de LBD et il a appris pas plus tard qu'il y a quelques jours qu'il allait devoir rester encore 1 mois chez lui. C'est un article des dernières nouvelles d'Alsace que j'ai retweeté, que vous pouvez aller lire. Et aujourd'hui, sa mère est dans une détresse financière, car elle ne sait pas comment résoudre ça. C'est-à-dire que derrière les violences physiques, les séquelles physiques, il y a aussi tout un tas de séquelles sociales. Nous avons appris récemment que les mutuelles, les assurances refusaient de rembourser les gens qui étaient atteints, qui ont été blessés par les forces de l'ordre, parce que ça ne rentre pas dans le cadre des assurances, etc. Donc, si vous voulez, c'est toute une chaîne qui est déployée. Et ce qui est insupportable, je trouve, c'est la raison pour laquelle on fait cette conférence de presse, ce qui est insupportable, c'est qu'on a un mensonge d'État perpétuel qui est répercuté avec finalement assez peu de critiques. Voilà. Et après, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Merci David. Je passe immédiatement la parole à Florent Marcy, dont je répète, journaliste, réalisateur, documentariste. Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation, merci d'être là. Mon témoignage est assez particulier dans le sens où, comme je l'ai signalé plusieurs fois, je n'ai pas porté plainte par rapport à la blessure que j'ai reçue d'un LBD 40 au cours de l'acte 8. Je n'ai pas porté plainte parce que mon parcours personnel, le fait que j'ai travaillé dans beaucoup de zones, on va dire chaudes, de conflits ou autres, ont fait que je ne me sentais pas dans la position de la victime. Voilà, c'est une première chose. Néanmoins, j'ai pu constater, avant même d'être blessé moi-même, et puis après avoir été moi-même blessé, j'ai pu constater qu'un type d'arme, donc le LBD 40, que je ne connaissais pas à l'époque sous cette dénomination, c'était juste pour moi un fusil qui tirait des balles en caoutchouc, je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai pu constater que cette arme était utilisée un petit peu à tort et à travers dans différents actes que j'avais commencé à filmer à partir de début décembre. Et depuis, je filme tous les samedis, je filme mes manifestations. Donc, avant même d'avoir moi-même fait les frais de cette arme-là, j'avais déjà signalé dans mon entourage, vraiment dans les conversations très informelles, que je ne comprenais pas trop l'utilisation de cette arme, parce que j'avais vu des personnes qui avaient été blessées à la tête, qui avaient perdu connaissance, avec du sang, des choses qui sont assez inhabituelles selon mes critères en manifestation en France, des choses que je suis plutôt habitué à voir, ou que j'étais plutôt habitué à voir dans d'autres pays. Le fait d'avoir été blessé moi-même a pris une sorte de portée symbolique qui m'a un petit peu dépassé du fait de mon parcours. Je suis devenu un petit peu le reporter de guerre à qui il n'est jamais rien arrivé pendant près de 30 ans de carrière dans différentes zones de conflit et qui est blessé devant le musée d'Orsay juste à côté d'ici. Donc il y a une sorte de portée symbolique qui m'a dépassé, une photo aussi qui a beaucoup circulé, mais qui m'a aussi forcé quelque part en quelque sorte à me rapprocher, à m'interroger sur cette arme-là, sachant qu'en général le reporter il ne se pose pas trop ce genre de questions. Au départ, je filmais les gens, ils sont blessés, voilà, je fais des images, j'étais pas forcément dans l'interrogation, quelle est cette arme, combien y a-t-il de blessés, depuis quand, quelles sont les armes utilisées dans d'autres pays, j'étais pas du tout dans ce genre de considération. En revanche, à partir du moment où l'histoire devient personnelle, où en plus je ne porte pas plainte, ne pas porter plainte, ça ne veut pas dire je me désolidarise, ça ne veut pas dire je suis pour la police ou contre, c'est pas du tout ça, c'est juste une histoire très personnelle. Mais cette position m'a forcé en quelque sorte à compenser, ou en tout cas à m'interroger de plus près sur l'utilisation de cette arme. Donc à partir de là, en creusant la question, je me suis rendu compte, ce que tout le monde peut constater, dès qu'on se penche sur la question, que d'abord, il y a un grand flou qui entoure cette arme-là. Un flou en termes de dénomination, le nom même de l'arme, je parle de LBD 40, c'est un terme qui veut tout dire et rien dire à la fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Lanceur de balles de défense, quand je vois l'utilisation qui en est faite, c'est pas tout à fait le genre de terminologie que j'emploierais pour cette arme-là aujourd'hui. Un flou également juridique,
C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a différentes lois qui ont été votées, ou des décrets, des choses qui ont dit une chose, puis le contraire, c'est utilisé, puis ensuite c'est pas utilisé, c'est très dangereux, c'est létal, c'est moins létal. Il y a donc un flou à ce niveau-là, et enfin un flou dans l'utilisation, sachant qu'il y a plusieurs groupes finalement de tireurs ou de lanceurs de balles de défense, on va les appeler comme ça, qui sont aussi bien au sein des unités des CRS, ou ça peut être également aux unités de la BAC, brigade anti-criminalité, dont la fonction n'est pas le maintien de l'ordre. Donc vous avez des tireurs assez variés qui utilisent cette arme-là. Tout ça crée un flou, et ce flou, de mon point de vue, dans ce que j'avais pu voir dans la manifestation, crée des dérapages en fait. Automatiquement, il va y avoir des dérapages, puisque le flou va profiter aux tireurs, d'accord, et puis les personnes se sentent un petit peu en situation d'impunité lorsqu'ils tirent. On pourra toujours, lorsqu'on tire avec une arme comme ça, considérer qu'on était soi-même menacé, tout ça c'est très subjectif, ou bien qu'on a mal visé, ou que l'arme a glissé, ou que le manifestant s'est déplacé, et donc par malchance la balle a atteint la tête. Or, lorsqu'on filme ces manifestations, ou lorsqu'on assiste à ces manifestations régulièrement, on se rend compte que l'excuse de l'accident n'est pas valable. Il y a vraiment des tirs à la tête, d'accord. Moi-même j'ai été touché à la tête, je ne sais pas si j'ai été visé en tant que tel, en tant que journaliste, je ne crois pas. Une personne qui était à côté de moi a été visée à la tête également, a été touchée à la tempe, et j'ai vu des tas de personnes qui étaient visées à la tête. Et quand on voit les tireurs, on voit très bien qu'ils braquent à la tête. Donc il y a une espèce de déni de réalité qui est assez extraordinaire lorsqu'on filme, lorsqu'on voit la situation. Donc tout ça a fait que, finalement, je suis là aujourd'hui, pour un petit peu ne pas m'appesantir sur mon sort, parce que je m'en sors très bien moi-même, et qu'encore une fois, je ne me vois pas du tout comme victime, mais je pense vraiment aux autres personnes qui ont été blessées avant, qui ont perdu un œil, ou la mâchoire, enfin, qui ont eu le nez arraché, des choses comme ça. J'en ai vu, il y en a vraiment beaucoup à qui c'est arrivé. Il n'y a pas d'ailleurs que le LBD 40, vous avez aussi le problème des grenades dont on parlait tout à l'heure, GLIF 4 notamment, et il se trouve que par un hasard dans mon travail, j'ai à la fois filmé la blessure de M. Jérôme Rodriguez à l'œil, parce que j'étais à côté de lui. Lorsque ça s'est passé, donc mes images ont servi à démontrer qu'il y avait un tir concomitant à sa blessure. On ne sait pas si la blessure vient de la grenade ou du tir de LBD 40, mais contrairement à ce qui a été affirmé par les autorités, par la police, pendant 2 ou 3 jours, il faut vous rappeler que la police affirmait qu'il n'y avait absolument aucun élément de preuve qui permettait de dire qu'il y avait un tir de LBD 40 à ce moment-là. C'est totalement faux. Il y a eu un tir à ce moment-là, ça a été filmé par différentes personnes, et moi-même j'ai pu enregistrer en particulier le son de ce tir-là. Donc vous avez une question qui en fait est assez grave, puisque selon mes critères, je m'attendais pas à voir en France, on va dire, ce genre de situation, ce genre de blessure. L'autre personne que j'ai pu filmer également, en plus de Jean Rodriguez, j'étais aussi à proximité, c'est ce malheureux jeune homme qui a perdu la main à quelques centaines de juste à côté d'ici, devant l'Assemblée nationale, à cause d'une grenade GLIF 4. J'étais à côté, donc je me suis approché et j'ai vu la main qui était arrachée. Il n'y avait pas juste 2 doigts arrachés, comme la presse a parfois rapporté, mais vraiment la main était arrachée. Bon, quand on voit ce genre de situation, certes, ce ne sont pas des situations de guerre. Vous savez, dans le milieu des reporters, il y a une sorte de snobisme, un petit peu, parfois on dit, voilà, donc c'est pas la guerre, c'est pas si grave, c'est pas ci, c'est pas ça. En ce qui me concerne, je pense que la situation est quand même grave. D'accord, très grave. Il faut aussi juger les choses par rapport à la situation de la France. Si on compare au pire de ce qui a été fait dans l'histoire, évidemment, plus rien n'est grave. Par rapport à ce qu'est la France, je considère que la situation est grave. Vous avez des blessures graves. Un jeune homme qui perd la main, c'est pour la vie. Une personne éborgnée, c'est pour la vie. Et par ailleurs, dans mon travail, j'ai aussi pu, maintenant j'ai élargi un petit peu mon travail, j'ai pu assister à notamment des conférences ou des réunions des street medics. Vous savez, ces personnes qui, en fait, font office un petit peu de secouristes pendant les manifestations. Et en écoutant leurs témoignages, on se rend compte, on parlait tout à l'heure des conséquences sociales ou physiques de ces armes-là, on se rend compte aussi des dégâts psychologiques. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu face à moi, et j'exagère pas quand je dis ça, j'ai vu des personnes qui étaient limite en état de choc en racontant leurs propres expériences sur le terrain. C'est-à-dire, voilà, ils ont vu des mains arrachées, des mâchoires, des personnes en arrêt cardiaque, parfois des choses pas forcément très graves, pas forcément comparées à des blessures de guerre, bien entendu, mais dans la psychologie de la personne, cette chose est grave. C'est-à-dire quand vous êtes en France aujourd'hui, vous ne vous attendez pas à voir une main arrachée en manifestation ou un arrêt cardiaque. Vous ne vous attendez pas à ça. Donc il y a un choc vraiment psychologique important que j'ai pu voir, que j'ai pu filmer, enregistrer. Et évidemment, ces chocs-là vont avoir des conséquences. C'est-à-dire que là, ma position, si vous voulez, dans mon témoignage, c'est plutôt d'attirer l'attention et d'alerter sur l'engrenage dans lequel on est engagé. Cet engrenage est engagé, on ne l'arrêtera pas, même si demain il s'arrête, il a été engagé et il va avoir des conséquences.
à l'échelle de la France, dans la population, et à l'échelle de l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays qui regardent ce qui se passe en France. Par les réseaux sociaux, des tas de gens regardent dans tous les sens ce qui se passe ici. On n'en a pas forcément conscience, mais ça circule. La France, c'est un symbole, un pays démocratique qui porte les valeurs de droits de l'homme, un exemple pour des tas de pays dans le monde. Si on voit ce qui se passe en France aujourd'hui de cette façon-là, si on voit le déni du pouvoir vis-à-vis de sa propre population, que va-t-il se passer dans tous les autres pays du monde? Vous voyez ce que je veux dire? Si la France est prête à faire ça, si la France est prête à mater un soulèvement populaire avec une sorte de déni, parce que je crois qu'effectivement qu'il y a un déni, voire des manipulations sur des chiffres, sur le fait qu'on est tous des affaires. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'à l'intérieur même des médias, il y a pas mal de problèmes. J'ai des amis qui sont à l'intérieur de médias importants et j'ai des échos de ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez beaucoup de tensions et vous avez des médias qui font carrément de la rétention d'informations, qui ne veulent plus parler des gilets jaunes, par exemple. Donc c'est un phénomène qui est assez important, assez grave, assez unique. Et encore une fois, la France a une valeur symbolique très forte. Donc ma présence, c'est un petit peu d'attirer l'attention là-dessus. Où allons-nous? Quelle est cette politique à laquelle on assiste actuellement, où finalement qu'il y ait des gens éborgnés ou des mains arrachées, c'est pas très grave. On va justifier ça par le fait qu'il y ait quelques casseurs. Voilà, on va montrer quelques images de casseurs et on va considérer que des dizaines de milliers de personnes en France, ça va se résumer à quelques casseurs. Et donc, si vous avez 18 ans, 19 ans, vous êtes un étudiant ou autre et vous prenez une balle de défense dans l'œil, vous perdez l'œil, on va considérer que tant pis pour vous. Vous n'avez rien à faire dans la manifestation. C'est un petit peu étonnant. D'accord? Il se trouve qu'en plus, actuellement, je fais attention à ce que je dis là, je pèse mes mots, je ne veux pas faire des comparaisons hâtives et d'amalgame, mais vous savez, le monde est fait de symboles. C'est pas juste du réel, le monde, c'est des symboles. La France est un pays symbolique. Elle manipule des symboles. Les droits de l'homme, ce sont des symboles. Vous avez actuellement des manifestations dans le monde ou des soulèvements. Vous regardez vers le Venezuela, il y a des soulèvements avec des tensions très fortes dans ce pays-là. Or, qu'a-t-on vu? On a vu des forces de police, on ne sait pas trop comment on les appelle, des milices ou autres, qui vont tirer sur des manifestants. On ne peut pas s'empêcher, même si, évidemment, ce ne sont pas les mêmes situations que ce qu'on veut. D'accord, la France n'est pas le Venezuela, etc., il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, les symboles, parfois, s'entrechoquent. C'est pas la meilleure des choses d'assister à ça aujourd'hui, lorsque vous avez chaque semaine en France des manifestations qui peuvent déraper également. Vous avez aussi l'Algérie, actuellement. D'accord? Que va-t-il se passer en Algérie si les forces de police se mettent à tirer au LBD-40 l'équivalent sur la population? Je vous laisse imaginer, en termes de symboles, les dégâts que ça peut créer. Donc, la situation française, je crois qu'il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement, au sein de la police également, au sein du gouvernement. Attention aux symboles, attention à ce qui se passe dans le réel et dans la manipulation des symboles, et attention au déni de réalité, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde qu'avant. Vous avez des médias alternatifs, vous avez des gens qui s'informent différemment, et donc le discours officiel n'est pas le seul. Vous avez des tas de gens qui s'informent à côté. Or, si le discours officiel est dans le déni, il ne faut pas s'étonner ensuite que les gens soient dans le complotisme. Si vous avez en France une personne place de la Bastille qui est blessée à l'œil, d'accord, par une grenade ou un tir, en tout cas qu'il y a un tir concomitant, et que pendant 2 ou 3 jours, alors qu'il y a des caméras partout, qu'il y a des caméras même sur le monument de la place de la Bastille, vous avez des autorités qui nient le fait qu'il y a le moindre élément de preuve qu'il y a eu un tir de LBD-40, sachant que le tireur sait qu'il a tiré, le groupe autour de lui sait que ce tireur a tiré, son supérieur sait qu'il a tiré, finalement tout le monde sait qu'il a tiré au sein des forces de l'ordre. Si vous êtes dans ce déni-là, il va y avoir des conséquences qui peuvent être catastrophiques en termes de confiance. Pourquoi ensuite la population, ou une partie de la population, devrait-elle faire confiance au discours officiel? D'accord? Voilà. C'était un petit peu le sens de mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florent. Je vais passer maintenant la parole à Laurent Marcy, qui nous a rejoint. Et donc, je rappelle, Laurent, merci bien. Laurent Tins, qui nous a rejoint, qui donc est neurochirurgien et initiateur de la pétition des soignants pour un moratoire sur l'usage des armes sublétales, et qui va nous apporter son témoignage médical. Merci Laurent, et excusez-moi, j'esquinte systématiquement. C'est pas grave, je suis habitué maintenant. Oui, mais c'est une mauvaise habitude. Je l'enlève. Ah, non, tu es pas là. Évidemment.
Tu as pris là? Ah, c'est... ça y est. On voit toute ta vie là. Ça y est. Toute ma vie. Tout est en ligne. Votre écran est en ligne. C'est une terre. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis le professeur Laurent Tinès, je suis neurochirurgien, chef de service au CHRU de Besançon. Et je suis dans cette conférence parce que j'ai pris position en tant que médecin et soignant sur la gravité des lésions qui étaient occasionnées par ces armes moins létales. Comme on l'a répété, je ne vais pas dire ce qui a été dit par mes comparses. J'ai été effaré en tant que médecin de voir tous les week-ends en fait, des gens qui allaient manifester, exprimer leurs revendications, revenir le soir à la maison avec des blessures gravissimes qui, à certains égards, peuvent être comparées à des blessures de guerre, hein, puisqu'on a vu des gens qui avaient des pieds arrachés, des mains arrachées, des mâchoires brisées, avec des pertes, parce que ce qu'on appelle blessures de guerre, c'est des blessures qui vont entraîner des pertes de substances, soit au niveau de la peau, soit au niveau des os. Et on a bien vu des gens qui avaient des gencives avec des pertes d'os, des pertes de tissus au niveau de la bouche. Donc ce sont vraiment des blessures de guerre. Et moi je voulais intervenir donc dans cette perspective-là pour exprimer la vue que pourrait avoir un soignant dans ce cadre-là. Attendez, j'ai un petit souci avec mon diaporama. Voilà, c'est bon. Donc je me suis basé sur, pour faire cette présentation, je me suis basé sur plusieurs sources, hein, qui ne sont pas des sources officielles, comme on pourrait dire, puisqu'on l'a bien vu, les sources officielles sont bien en deçà de la réalité des faits. Donc je me suis basé sur la base de données là, de David Dufresne, sur aussi des données établies par les groupes de gilets jaunes comme le Mur jaune, sur les données d'associations qui se battent depuis 1999 contre ces armes, parce que ce que je vais dire aussi, c'est que ces armes-là existent en France depuis plus longtemps que ce qu'on croit. Ça fait 20 ans qu'on utilise ces armes en France et qu'il y a des blessés en France. Et donc les associations, c'est ACAT, c'est Désarmons-les. Et puis, je me suis basé aussi sur les données des réseaux sociaux et sur les données médicales que j'ai retrouvées sur des moteurs de recherche d'articles scientifiques médicaux. Alors, les lanceurs de balles d'éléphant, je vais passer rapidement. Il y a eu le flashball au début, progressivement remplacé par le LBD 40. Ces armes-là sont quand même classifiées comme armes de guerre, déjà. Ce sont des armes, on l'a dit, c'est des armes qui sont faites pour neutraliser des individus dangereux sans les tuer en fait. D'accord ? Donc ça veut dire que par exemple ces armes ont été dédiées pour interpeller des terroristes. Le but étant de neutraliser la personne et pouvoir ensuite l'interpeller, l'interroger, faire une enquête judiciaire à partir de cette personne. Alors que quand on les tue avec une arme, après on ne peut pas interroger la personne. Hein. Donc c'est des armes qui sont volontairement construites par l'industriel pour blesser gravement les gens, déjà, dès le départ. Hein, ils ne sont pas du tout faits pour faire du maintien de l'ordre. Alors, pour résumer sur ces armes, si vous voulez, le LBD 40, il faut savoir que c'est une balle qui est assez lourde. Déjà, ça pèse quand même 40 grammes. C'est une balle qui est assez rigide et qui va être lancée à une vitesse considérable, puisqu'à plus de 300 km/h. Hein. Et donc, selon les données du constructeur, si vous voulez, quand on tire cette balle à quelques mètres, l'impact au point d'impact, c'est-à-dire la zone où ça va toucher le corps, c'est 200 joules. Donc 200 joules, si vous faites une expérience physique, c'est comme si quelqu'un vous lâchait de 1 mètre un parpaing sur la tête de 20 kg. En termes de force d'impact, bien sûr après il y en a qui vont critiquer, on dit oui c'est pas la même force d'impact, c'est pas la même surface, etc. Mais d'autant plus que ces armes ont un calibre qui est très restreint. Donc ça veut dire que l'énergie qui est propulsée par cette balle va être très focalisée en fait. Et donc ces 200 joules, elle les prend une zone très précise du corps. Ce qui explique très simplement la gravité des lésions qu'on observe. En fait, la gravité des blessures qu'on a vues, c'est simplement la traduction de cette vérité physique de l'arme.
Et après, à 40 mètres, on voit qu'on a encore 80 joules. Donc 80 joules, ça équivaut à vous lâcher 10 boules de pétanque sur la tête d'une hauteur de 1 mètre. Hein? Donc on a vu, malheureusement, nous, qu'on a toutes les violences contre les manifestants, mais aussi contre les policiers. On a vu des policiers qui ont été attaqués avec des jets de boules de pétanque. Ben, quand vous prenez une balle de LBD à 80 joules, c'est 10 boules de pétanque que vous prenez dans le corps. D'accord? Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces armes ont une visée quand même assez précise, hein, puisque à 25 mètres, on a une précision qui est de l'ordre de 14 cm. Donc ça vous fait un cercle de dispersion qui est à peu près comme ça à 25 mètres. Donc quand on dit que les gens étaient visés à la tête, c'est que les gens étaient visés à la tête. Alors moi, ce pourquoi j'ai fait cette pétition, si vous voulez, c'était pour que les soignants puissent s'exprimer. Hein, parce qu'il y avait une omerta, on va dire, au niveau national, mais il y avait aussi un silence de la communauté médicale, paramédicale, et je pense qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui étaient très mal à l'aise avec ce qu'ils voyaient. Et cette pétition, du coup, elle a permis à tous ces gens de s'exprimer, de participer, et c'est pour ça qu'il y a eu cet tel engouement. Alors par exemple, si on regarde les lésions qu'on peut avoir au niveau des membres, parce que dans les recommandations d'usage de ces armes, en fait, on dit de viser les membres ou le torse. Bon. Mais même là, ce sont des armes qui peuvent être très dangereuses. Je vous ai mis quelques fiches anatomiques. Vous voyez que les bras, il y a des vaisseaux, il y a des nerfs qui passent. Vous doutez bien que si on a une blessure sur une artère du bras, comme c'est arrivé à un manifestant à Nantes, soit on peut se vider de son sang, soit on peut avoir une ischémie du bras et perdre son bras. D'accord? Là, je vous ai mis des photos où on voit un blessé qui a eu la main enfoncée par un tir de LBD. Ici, on voit la fracture du doigt. Alors ça, on va dire que c'est une lésion relativement bénigne. Une blessure au niveau de la cuisse, vous voyez la taille de l'hématome autour de l'impact du LBD. Nous, des hématomes comme ça, si vous voulez, nous on voit ça chez des gens qui vont avoir un accident de moto, par exemple, qui vont avoir le fémur cassé en deux et qui vont avoir un saignement dans la cuisse. Hein. Donc ça vous dit quand même l'importance de l'impact. Et puis cette street medic là, qui avait été blessée également, presque à très courte distance, hein, donc il y a une nécrose en fait cutanée qui s'est faite au niveau de son mollet, avec un trou ensuite dans le mollet, et là elle est en train de subir plusieurs opérations de greffe de peau pour réparer la blessure au niveau de la jambe. Alors après on dit qu'il faut viser au niveau du tronc. Bon d'accord, on peut viser au niveau du tronc, mais il y a la cage thoracique, c'est assez costaud quand même. Dans le tronc, il y a quand même le cœur. Donc si vous prenez un impact de LBD dans le cœur, ça a été déjà décrit, on peut avoir un arrêt cardiaque, hein. On peut faire une contusion myocardique et un arrêt cardiaque. Et si on vise sur le côté gauche ici, comme ça a été ce patient de Nantes, dans le flanc, on peut faire une rupture de la rate et faire une hémorragie interne. Et mourir en quelques minutes d'une hémorragie interne. Donc vous voyez bien que déjà dans la doctrine d'usage de cette arme qui recommandait les membres, le tronc, c'est déjà une arme qui est potentiellement très dangereuse et potentiellement mortelle si on vise le cœur ou la rate. Alors après on attaque des choses beaucoup plus graves. Dans les recommandations d'utilisation de ces armes, on a dit qu'il fallait surtout pas viser le cou et la tête, c'est pas pour rien. Parce que dans la région cervicale, ici, vous voyez qu'il y a des gros vaisseaux qui passent, hein, sous le muscle ici, il y a la carotide, la jugulaire, et on voit ce monsieur-là, qui est un jurassien, qui habite pas très loin de chez moi, qui a été blessé sur la place de la Concorde par un tir de LBD dans la gorge. Le chirurgien lui a dit, bah, monsieur, écoutez, franchement, vous avez vraiment de la chance. La balle est passée à 2 mm de la carotide. Donc une blessure carotidienne, ça veut dire que vous faites soit un AVC massif, soit vous faites une hémorragie, vous mourrez sur place, en quelques secondes, hein, parce qu'une carotide, ça débute très très rapidement. D'autres lésions peuvent être observées, éventuellement. Si vous prenez une balle de cette force-là au niveau de la trachée, vous pouvez avoir une fracture du larynx ou de la trachée, vous asphyxier, mourir d'asphyxie ou d'étouffement. Alors au niveau de la face, il y a eu beaucoup de blessés également. Hein. D'ailleurs, le professeur Berthelus, qui est chirurgien maxillofacial à la Pitié-Salpêtrière, s'est exprimé assez clairement, je pense, sur les lésions qu'elle a observées, hein, puisqu'il y a 16 blessés qui ont été touchés sur Paris, au niveau de la face. Elle dit qu'elle a vu des fractures comminutives, de la mandibule ou du zygoma, avec des plaies en regard, des lésions délabrantes, qui nécessitent plus de 3 heures d'intervention, des gens qui vont être réopérés à plusieurs reprises, parce qu'en plus, souvent, ils ont des arrachements dentaires, des avulsions dentaires, et avec toute la souffrance aussi que ça génère d'être opéré, réopéré, les douleurs occasionnées, etc. Et elle dit elle-même, ce sont des armes qui ne sont pas létales, soi-disant pas létales, mais qui sont loin d'être inoffensives, puisqu'elle a pu constater des blessures graves. Et d'ailleurs, en 2010, elle avait fait une publication, une revue quand même très sérieuse qui s'appelle Injury, où ils avaient déjà rapporté des blessures liées à ce type d'armes.
Donc c'est quelque chose qui est très conséquent, et on a vu qu'il y a beaucoup de blessés qui sont touchés au visage. La partie basse du visage, le visage c'est une structure osseuse qui est quand même solide, mais toute la partie haute du visage qui communique avec le crâne et l'espace cérébral sont faits d'os qui sont très fins en fait, hein, en particulier tout autour de la paroi orbitaire. Donc là je vous montre des exemples. Là c'était un jeune qui a été blessé par le passé, avant le mouvement des gilets jaunes au niveau du visage, qui a eu une fracture ici, on voit au niveau du zygoma. Et puis ici, on a le cas de Lilian, c'est le patient dont parlait David Dufresne, qui est ce jeune qui sortait d'un magasin, au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui a pris un tir de LBD dans la mâchoire, triple fracture de la mâchoire, chirurgie, on le voit là qui crache son sang aux urgences, et qui maintenant va avoir du mal à reprendre une vie normale. Donc au niveau du massif facial, on va avoir des fractures des dents, des fractures des os, des difficultés pour s'alimenter. On a vu des blessés qui ont pris une balle juste dans le front ici, qui ont perdu l'odorat. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire perdre l'odorat, ça veut dire que vous ne sentez plus du goût des aliments, vous ne sentez plus le goût quand vous buvez un bon vin, un bon repas, et puis accessoirement vous ne sentez plus s'il y a le feu dans votre maison par exemple, hein, ou s'il y a du gaz, ou le feu dans la maison, bah, vous ne sentez plus ces choses-là. Hein. Et puis au-delà de ça, le risque vital, il existe aussi pour ces fractures du crâne, parce que si on fait communiquer les fosses nasales avec l'espace crânien, on peut provoquer une méningite. Et une méningite, vous savez comme moi, que c'est une maladie qui est extrêmement grave et mortelle. Alors moi, quand j'entends dire que ces blessés ne sont pas des gueules cassées, moi j'ai envie de dire oui, si certains de ces blessés sont des gueules cassées. Pas tous les blessés, mais certains de ces blessés. Quand vous voyez ce monsieur qui a pris une balle de LBD dans la mâchoire, qui a 4 dents arrachées, la mâchoire fracturée, ce monsieur qui a perdu un bout de sa lèvre et un bout de sa gencive, bah si, ce sont des gueules cassées. Bien sûr que si. On voit ici la radio, ici, on voit tout le fracas au niveau de l'os maxillaire, toutes les dents qui ont été arrachées. On voit ce monsieur qui a été blessé à Bordeaux, qui a une balafre gigantesque sur la joue, qui va avoir une cicatrice à vie à ce niveau-là, ou cette jeune encore qui était à Biarritz, qui venait juste d'arriver sur la manifestation. On a vu les vidéos, elle était en train de rien faire de particulier, elle a pris un direct un balle de LBD dans la bouche, pensait que cette jeune fille elle va reprendre une vie normale avec une balafre pareille au niveau du visage. Non, je pense pas. Et puis après, il y a eu beaucoup de blessés au niveau oculaire. Hein. Ça, on l'a tous vu. Il y a eu des blessés emblématiques. Il y a eu Jérôme Rodriguez. Il y a eu des jeunes aussi qui ont été touchés. Imaginez qu'un jeune de 15, 16 ans, 18 ans qui se fait perdre un œil va reprendre une vie normale. C'est juste un drame humain incommensurable de perdre un œil. On ne peut plus faire les mêmes métiers, on ne peut plus faire certaines activités. On a un handicap fonctionnel qui est majeur. L'œil, c'est une structure qui est très fragile, qui est très délicate. Hein. Vous savez qu'il y a tout un appareil qui permet de recevoir la lumière, de transmettre au cerveau. Il y a des muscles qui font bouger les yeux. Ben, bien sûr, quand vous avez une blessure à cet endroit-là, c'est tout de suite dramatique. D'ailleurs, le docteur Gatinel, qui est chirurgien chef de service à la Fondation Rothschild à Paris, qui a recueilli des blessés, ben lui, il a décrit ce qu'il a vu aussi. Des dilacérations, des destructions de tissus rétiniens, le nerf optique qui est arraché, qui entraîne des cécités immédiates. Et parfois, quand les lésions sont trop importantes, ben on est obligé d'enlever l'œil, hein, parce que l'œil est trop abîmé. Et ces gens-là, ensuite, ben, ils ont une énucléation. Et on doit, après plusieurs semaines, mois après, quand c'est bien cicatrisé, on peut leur mettre une prothèse, mais qui ne remplacera jamais la fonction, bien entendu, de leur œil, avec des séquelles esthétiques qui sont majeures. Bon, je terminerai cette présentation en parlant des risques crânio-cérébraux, puisque moi, en tant que neurochirurgien, j'ai quand même été très, très choqué de la sévérité des lésions qui avaient été occasionnées à ces blessés. Savoir que le cerveau, c'est l'organe le plus noble de l'organisme. C'est ce qui nous permet d'avoir une interaction sociale, ce qui nous permet d'apprendre, de créer, de percevoir ce que nous apporte notre environnement. Et donc c'est une structure qui est vraiment vitale, fonctionnelle. Et le tissu cérébral, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un organe qui ne se répare pas. C'est-à-dire que quand vous avez une lésion dans le cerveau, cette lésion, vous savez bien que si vous connaissez les gens qui ont fait des AVC, ces gens-là gardent des séquelles toute leur vie. C'est irréversible. D'accord ? Alors là, je vous ai mis un schéma qui vous montre un peu comment ça fonctionne en cas de trauma crânien. Si vous prenez un trauma crânien ou un tir de LBD dans le front, vous aurez une onde d'impact qui va se diffuser au niveau du crâne, qui peut blesser le cerveau ou blesser les vaisseaux qui sont dans ou autour du cerveau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait des hémorragies cérébrales, des hémorragies intracrâniennes, qui ont dû être qui ont été dans le coma, qui ont eu des séquelles neurologiques avec des pertes de fonction, soit de langage, soit de motricité, et des choses qui garderont toute leur vie.
Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un street medic qui a été blessé à Besançon avec un tir de LBD. Heureusement, il avait son casque. Ce monsieur, il a quand même présenté pendant 15 jours des maux de tête, des nausées, des vomissements, des troubles de concentration, d'attention, etc., dus simplement à l'impact, ce qu'on appelle une commotion cérébrale. Et qu'on est bien, si les gens qui regardent les matchs de rugby, on voit ça régulièrement, malheureusement, on va dire tous les week-ends, quand il y a des chocs de crâne contre crâne, on a une commotion cérébrale, ça veut dire qu'il y a eu des lésions cérébrales microscopiques, puisque chez lui, on n'a pas pu identifier les lésions à l'IRM, mais qui, si elles sont cumulées dans le temps, peuvent entraîner des séquelles fonctionnelles. Donc, exemple d'un tir de flashball dans la tête, avec ici un patient qui avait pris un tir de flashball dans la région de Bordeaux avec une hémorragie cérébrale. Ce monsieur, il a gardé des troubles de la parole définitifs. Hein. Autre exemple, ici, d'un tir de LBD, et là, je vous demande si vous arriveriez à me dire qui fait quoi. Est-ce que c'est un tabassage, un tir de LBD ou un accident? Vous voyez que les lésions sont quand même assez comparables. Moi, c'est cette photo que j'ai mise sur la page de la pétition pour montrer un peu les choses. Ça, c'est un monsieur qui a été attaqué à coups de batte de baseball. Vous voyez un peu l'enfoncement du crâne. Un tir de LBD, ça fait exactement pareil, en fait. Et c'est assez comparable avec des lésions qu'on peut voir sur des accidents graves de la route. Et ce monsieur, en l'occurrence, qui est un blessé gilet jaune de province, qui a bien voulu partager ces images, il avait un enfoncement du crâne. On voit ici, on voit bien la fracture ici au niveau du crâne, et surtout ce qui est le plus grave, parce que le crâne finalement c'est un peu la carrosserie qui est autour de l'organe, ce qui est beaucoup plus grave, ce sont les lésions cérébrales en dessous. Il y a une hémorragie cérébrale, ce que nous on appelle une contusion hémorragique, et si elle est dans une zone fonctionnelle, en l'occurrence lui c'était près de la zone de la motricité, mais il a une paralysie qui s'est installée à cause de cette hémorragie. Donc voilà, des patients qui vont être opérés, vous voyez un peu la taille des cicatrices qu'on est obligé de faire pour soigner ces gens, qui vont avoir des séquelles aussi crâniennes et esthétiques vraiment très inquiétantes. Hein. Nous, on ne s'attend pas à voir ce type de lésions chez des gens qui vont manifester. En fait, nous, c'est des choses qu'on voit chez les gens qui ont des gros accidents de la route, qui vont tomber du 5e étage, qui vont tomber d'un échafaudage, des choses comme ça. Hein, on n'a jamais vu ça en France chez des gens qui sont allés manifester. Deuxième partie de ma présentation qui est plus courte, c'est sur les grenades de défense. Hein, et encore une fois, David Dufresne l'a bien dit, c'est des grenades de défense. Ça veut dire que c'est des choses qui sont faites pour se défendre. C'est un policier qui est en situation de légitime défense ou qui est encerclé, va utiliser ça pour s'échapper et ne pas être blessé. En aucun cas, ce sont des armes qui sont utilisées pour attaquer des gens, pour la bonne et simple raison, que ce soit les grenades de l'IF4 ou que ce soit les grenades de désencerclement, c'est qu'elles contiennent 25 à 30 grammes de TNT. D'accord ? TNT, c'est un explosif très puissant, hein, ce qu'on trouve dans la dynamite, et finalement, on n'est pas non plus étonné que quand on prend une grenade près du corps, on ait des blessures graves, ce d'autant plus que certaines de ces armes, comme les grenades de désencerclement, balancent des palets en caoutchouc dur à 80 joules. Donc, je vous rappelle, 80 joules, c'est 10 boules de pétanque. Ça veut dire que si vous prenez un palet comme ça dans le visage, c'est comme si on vous balançait à 1 mètre 10 boules de pétanque dans le visage. Et puis aussi, il y a des parties métalliques qui sont les structures de ces grenades, les cuillères d'amorçage, etc., qui peuvent être projetées aussi dans le corps. Et on va voir ensuite que ces lésions vont donner des blessures très graves. Alors, il y a l'effet de blast qui est dû à l'explosion. Hein, ce qu'on appelle le blast, c'est le souffle de l'explosion qui va être délabrant et assourdissant. Ça veut dire que si vous prenez ça près du thorax, vous pouvez faire un arrêt cardiaque, comme avec un tir de LBD. Si vous prenez ça sur la colonne vertébrale, ça peut vous fracturer la colonne et entraîner une paralysie définitive. Si vous prenez ça au niveau du visage, des mains, vous avez un délabrement, une amputation d'un membre, comme ce qui est arrivé récemment. Et puis, si le traumatisme sonore peut entraîner également une surdité définitive, regardez les blessures. On a un monsieur qui a eu sa botte, vous voyez la taille de la botte était très costaud quand même, il a pris une grenade à côté de son pied, la botte a explosé, le pied a explosé. Ce monsieur qui a pris une grenade dans la main, on a vu ça, c'est le patient qui a été blessé à l'Assemblée nationale. Après qu'on va faire de l'euphémisme en disant oui, il reste un doigt, 2 doigts. Bon, vous savez, quand vous avez une main arrachée, si vous reste juste le petit doigt, vous n'allez pas faire grand chose avec, hein, que vous ayez un doigt résiduel ou toute la main arrachée. Sur le plan fonctionnel, en tout cas pour moi en tant que médecin, ça n'a aucune différence, si vous voulez. Les impacts de galets de LBD aussi sont très toxiques. Bon, là, au niveau du corps, ça entraîne des contusions, mais au niveau de l'œil, on peut avoir, comme ce monsieur pendant la manifestation contre la loi travail, il avait une fracture orbitaire, et puis il avait aussi l'œil brisé en fait par l'impact de ce palet dans l'œil.
Exemple aussi de ce monsieur à Bordeaux, qui est un pompier volontaire, qui a été attaqué de dos et qui avait une blessure très grave. Ce monsieur était dans le coma, opéré, parce qu'il y avait une hémorragie intracrânienne. Il est là, il est à peine en train de sortir de l'hôpital et de reprendre un peu le cours de la vie. Et puis ces armes-là, on voit aussi des projectiles. Vous voyez, des projectiles, ça peut être des bouts de plastique, ça peut être des bouts métalliques. Là, on voit un monsieur qui avait pris un bout métallique dans le talon, qui était fiché dans l'os du talon, quoi. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qu'a dit David, c'est tout ce qui est le handicap invisible, hein, parce qu'il y a les séquelles physiques, mais il y a aussi les séquelles psychiques, sociales, familiales. Et nous, c'est pour ça que j'ai pris position aussi, parce que nous, en tant que soignants, si vous voulez, on sait très bien l'impact sur le long terme de toutes ces blessures qui sont irréversibles. Elles sont aussi irréversibles sur le plan du psychisme de la personne, de sa vie personnelle. Ça va perturber la vie familiale. Ils vont avoir du mal à retrouver le travail. Ils vont avoir un traumatisme psychique aussi, un syndrome post-traumatique, on appelle ça, où ils vont avoir des cauchemars, ils vont avoir des angoisses, ils vont avoir des troubles de concentration, des troubles pour reprendre une vie tout simplement normale. Alors il y a des données scientifiques sur tout ça aussi. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas que ces armes sont dangereuses. Nous on le voit sur notre territoire depuis plusieurs semaines, mais il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré déjà que c'était des armes très dangereuses. Il y a cet article là du British Medical Journal en 2017 qui a fait une revue de toute la littérature en fait sur ces armes moins létales, que sont les lanceurs de balles de défense et les grenades. Et eux, dans cette étude, ils ont bien montré qu'en fait on avait plus d'une chance, on avait quasiment une chance sur 5 de ressortir avec soit un handicap grave, soit de décéder de l'accident. Alors, pour faire une analogie qui est simple à comprendre, si vous jouez à la roulette russe, en fait, vous avez une chance sur 6 de prendre la balle. Quand vous prenez une arme comme ça, quand vous êtes touché par une arme comme ça, vous avez plus de risques à la roulette russe, soit de perdre votre vie, soit d'avoir un handicap grave. Donc ça, c'est simple. Alors quel bilan en France? Donc 2000, donc ça c'est grâce au travail aussi de David Dufresne, 2000 blessés gilets jaunes. On n'oublie pas bien sûr quand on dit ça, le nombre de blessés aussi chez les policiers. Hein. Il y a plus de 1000 policiers qui ont été blessés, parfois avec des blessures graves aussi. Et donc nous on critique aussi le fait qu'on expose les policiers à des blessures tous les week-ends bien entendu. Hein. Mais 2000 blessés gilets jaunes, donc 220 blessés graves, 63% à partir de LBD, 17 partir de grenades, et on voit qu'il y a eu 21 éborgnés, 21 personnes qui ont perdu la vue en fait. Hein. Alors après on peut jouer cyniquement sur les mots en disant oui mais ils ont gardé leur œil, comme j'ai entendu dire pour Jérôme Rodriguez, on a dit oui mais il a encore son œil, mais oui il a son œil, c'est bien beau, mais son œil ne voit plus, donc qu'il ait son œil ou pas son œil, il a perdu la fonction visuelle, vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc 19 de ces 21 éborgnés sont touchés par des LBD 40 quand même. Hein, alors qu'on a dit il ne faut pas viser la tête. 11 traumas crâniens, 5 mains arrachées. Et puis il y a quand même une dame qui est décédée. Hein. Il y a une dame qui est décédée à Marseille. C'est Madame Zineb Redouane qui a pris un tir de lacrymogène et qui est décédée des suites de son accident. Alors il y a des gens cyniques qui ont dit oui mais elle n'est pas morte sur le coup de tir de grenade. Voilà. Elle n'était même pas dehors. Oui, et on a dit elle n'est pas morte directement de là. Bon, moi, personnellement, si vous voulez, quand je reçois un accidenté de la route, qui meurt 2 jours après l'accident de la route, je ne vais pas dire c'est pas l'accident de la route qui l'a tué, si vous voulez. Hein. Bon, là c'est pareil. Donc tous ces blessés, voilà, occasionnent ça. Pour moi, en tant que soignant, c'est le mur de la honte. Hein, quand on voit qu'il y a plus de 200 blessés graves en France suite aux manifestations, ce n'est plus juste acceptable. Et puis, il ne faut pas oublier aussi tous ces blessés qui ont été touchés depuis 1999, hein, puisqu'il y a quand même 53 blessés graves, souvent des jeunes d'ailleurs. Alors c'était soit dans des mouvements, dans des banlieues, mais pas que. Il y a aussi des lycéens qui étaient allés manifester, qui ont été blessés. 80% à partir de LBD, 20% à partir de grenades. Il y a eu 34 éborgnés, c'est-à-dire 34 jeunes qui ont perdu la vue à cause de ça. Et il y a eu quand même 5 personnes qui ont eu des amputations de membres aussi. Donc au final, 273 blessés graves, 67% à partir de LBD, 10% par tir de grenade. Il y a quand même eu 2 morts avec ces armes, puisqu'il y avait eu un forcené aussi à Marseille en 2010 qui a été dans une interpellation touché au thorax. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on touche au niveau du cœur, on peut faire un arrêt cardiaque, et c'est ce qu'il a eu, ce monsieur. Il y a une dame qui est décédée d'un tir de lacrymogène. Il y a eu 55 éborgnés, donc 50 par tir de LBD, 15 traumas crâniens graves, et 10 amputations partielles ou totales de membres. Voilà. Donc ça, c'est juste, en tant que médecin, je vous le dis,
C'est inacceptable en France, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le message qu'on passe nous, c'est que on ne peut pas dire qu'on ne sait pas que ces armes sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Le fabricant a dit qu'elles étaient dangereuses. Les études scientifiques ont montré qu'elles étaient dangereuses. Et nous, citoyens et soignants, constatons tous les week-ends que ces armes sont dangereuses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter deux ou trois choses très rapidement. Je travaille beaucoup au Parlement européen sur la question des droits de l'homme et des violations des droits de l'homme à travers le monde. Donc, l'image que donnait Jean Narcy sur l'image de la France dans le monde, c'est vrai que ça joue très souvent, en effet, et on l'entend très souvent parler de moi. Si vous commencez à faire ça, nous, on n'a plus... Et j'assistais à un débat l'autre jour sur le Soudan. Vous savez qu'il y a des manifestations... Et Madame Malmström, qui était la commissaire de service, a appelé à l'usage proportionné de la force au Soudan. La fameuse formule qu'on a failli retrouver dans la résolution du Parlement européen. Je pense que mes collègues n'avaient pas fait attention aux mots qu'ils utilisaient, parce que c'est effectivement le langage diplomatique habituel qu'on utilise par rapport à tous les dictateurs du monde. La deuxième chose que je voulais dire, notamment par rapport aux déclarations de M. Macron, il faudrait peut-être rappeler au président de la République que le droit de manifester est à la convergence de deux libertés fondamentales, la liberté d'association et la liberté d'expression. Et que ces droits sont particulièrement protégés. Et que le rôle des forces de police, c'est pas d'interdire aux manifestants d'aller manifester, c'est même pas aux autorités publiques d'interdire les manifestants, c'est de protéger ce droit fondamental de manifester et donc de protéger les manifestants. Alors oui, il y a eu des violences du côté de certains manifestants. Oui, il y a eu des casseurs. Mais ça ne veut pas dire que la police est là pour taper sur tous les manifestants sans cibler son intervention. Le rôle de la force de police, c'est de cibler ses interventions. Et cibler, ça a un sens très précis. C'est comme ça qu'on dit usage proportionné de la force. Hein, quand on cible tous les manifestants, on est complètement à côté des principes que l'on cherche à mettre en avant. Je vais prendre un autre exemple. Monsieur Castagnère a été faire la promotion du LBD, si je puis dire, dans une école primaire, en expliquant à des minots quel était le droit en la matière. Donc il a très bien dit quel était le droit. Donc on ne peut que s'étonner de toutes ces blessures à la tête qui la plupart du temps sont provoquées par des LBD. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Hein, et que d'une certaine façon, Monsieur Castagnère nous dit qu'il y a un problème. Si les forces de police ont blessé un certain nombre de gens, leur faisant y compris perdre une partie de la vue, c'est bien parce qu'ils ont visé au visage. Hein, et comme ça nous a été très bien expliqué, c'est pas possible de viser ailleurs et que par hasard une balle en caoutchouc se perde et arrive sur le visage. La force, elle est toujours le dernier ressort. Et je trouve que on perd un peu le sens des mots, y compris dans nos pays, parce qu'on essaye de nous mettre sur le même plan, la police et les manifestants. Ça, c'est pas possible. Oui, il y a des blessés dans la police. Oui, il y a des blessés chez les manifestants. Proportionnellement, on a des raisons de douter, y compris sur la violence des blessures. Hein, et il faut mettre ça en parallèle. Et je redis, le rôle de la police, c'est de protéger les manifestants et de protéger le droit de manifester quand on est dans une démocratie qui se réclame de l'état de droit. La deuxième chose que je vais dire là en tant que députée européenne, c'est qu'un peu partout en Europe et chez nos proches voisins, on utilise la doctrine de la désescalade. Alors qu'en France, c'est la doctrine du maintien à distance. La doctrine du maintien à distance, elle est faite notamment pour les manifestations classiques, je dirais. Hein, on discute avec les organisateurs et on arrive, on intervient seulement en cas de dérapage. Or là, on n'est pas du tout là-dedans. Hein, on voit très bien que les armes sont utilisées pour aller à l'encontre des manifestants.
Pourquoi? Et quand on regarde les statistiques qui sont faites par les différents services de police, on voit très bien que c'est parce que des forces de police qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre, qui n'ont pas l'habitude du maintien de l'ordre, sont venues en renfort, et ce sont elles qui utilisent ces armes de défense comme armes d'attaque en réalité. Et puis la dernière chose que je voulais dire, le gouvernement met très souvent en avant le fait que le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme ont dit que tout ça n'était pas illégal. Je voudrais rappeler que dans l'un et l'autre cas, c'était les procédures d'urgence, et que les procédures d'urgence, tant au Conseil d'État qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ne jugent pas sur le fond, elles jugent que sur l'urgence. Donc nous attendons que le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme tirent leurs conclusions, on verra bien, mais d'ici là, le minimum qui pourrait être fait, c'est de suspendre l'utilisation de ces armes avant que d'autres drames arrivent. Voilà ce que je voulais ajouter. Maintenant, je suis prête à prendre vos questions, si vous en avez. Allez-y. Il faut parler un peu fort. Formation ouvrière, j'ai une question pour Raphaël. Vous avez fait mention du rapport de M. Toubon en 2017, qui avait reçu l'assurance du préfet de police de l'époque que les LBD ne seraient plus utilisés par les forces de police à Paris qui sont sous son autorité. Comment se fait-il alors que est-ce que cette interdiction, est-ce qu'il a menti ou alors, je ne sais pas si le préfet a changé, ou quelle autorité a décidé d'annuler cette interdiction? Alors, j'aimerais bien que cette question, vous la posiez soit au préfet de police, soit au ministre de l'Intérieur. Oui. Moi, je ne peux élaborer que des hypothèses, c'est-à-dire que j'ai rien d'autre que ce qui est publié dans ce rapport, où il dit qu'il a pris cette décision. Et je constate, et nous constatons tous aujourd'hui, que le LBD est utilisé. Donc, manifestement, il est revenu sur sa décision. Je ne peux que le déduire, c'est-à-dire que j'ai aucun document qui formalise de manière écrite le fait qu'on utilise désormais, qu'on a fait le choix, que le préfet de police est revenu sur sa décision d'interdire le LBD. C'est le même que... Alors, il me semble que... Oui, c'est le même. C'est Michel Delpech. C'est l'actuel préfet. Et vous ne l'avez pas demandé, non? J'avoue, je ne lui ai pas demandé, non. Quand on mais demandez-lui, demandez-lui. Quand on suit un peu la presse en la matière, il semble qu'il y ait quelques petites contradictions, mais d'autres seront peut-être mieux placés pour le développer que moi, entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris. C'est ce que j'ai lu. J'avais éventuellement une deuxième question, pour vous avez fait état vous avez fait mention de mutuelles d'assurance qui refusaient de prendre en charge les soins. Est-ce que vous avez des éléments plus précis là-dessus? Oui, il y a eu une conférence de presse avant-hier à Toulouse. Je crois 14 blessés qui ont tenu une conférence de presse et qui ont évoqué cette question-là. Il faut savoir que ça peut être aussi une forme de chantage. La sœur de Lilian me racontait que le soir même où son frère avait été touché, les policiers s'étaient précipités dans sa chambre d'hôpital pour dire à sa mère, ne vous inquiétez pas, on va payer les frais de santé. Bon, évidemment, la police ne paie pas les frais de santé, c'est la sécurité sociale, hein, mais on voit bien que cette question-là, bon, ça c'était une façon, évidemment, de demander à la famille de se taire, hein, voilà. Donc c'est une question qui va arriver là maintenant, de manière assez prégnante, puisque une fois la sidération, une fois le soin, j'allais dire les premiers soins effectués, on va avoir toute la question de la réparation financière, judiciaire, et qui, comme l'a dit Maître Kempf, a été très très longue. Sur le préfet, une petite précision, quand il dit qu'il a interdit, lui, il ne prend pas, il n'y a pas de circulaire, de choses comme ça, c'est plutôt, il comptait ne plus donner l'ordre d'utiliser ces armes-là. Et il faut savoir que, d'après ce qu'on sait, dans les enquêtes IGPN qui ont été ouvertes, 80% des enquêtes sont dirigées vers les BAC, très peu vers les gendarmes mobiles, très très peu, un petit peu plus vers les CRS et beaucoup plus vers les BAC. Et les BAC,
C'est leur arme de prédilection, le LBD. Voilà. Et elles sont pas sur l'autre côté du préfet de police, là. Si, alors c'est très compliqué. Elles sont sous le commandement civil, ça reste à Paris, le préfet de police, ce sont les CRS et les gendarmes mobiles qui prennent leurs ordres à Beauvau. Mais en même temps, la salle de commandement est quand même à la préfecture. C'est un BINS pas possible qui explique hein, notamment les énormes ordres et contre-ordres et difficultés qu'ont eu les forces de l'ordre, notamment en décembre à Paris, hein, où les ordres étaient totalement contradictoires et où les LBD sont sortis, mais alors de manière, on l'a vu tout à l'heure, et les lacrymogènes, etc. Il faut bien voir que CRS et gendarmes ont, au mois de janvier et un peu plus en février, ont fait savoir par les canaux habituels, qui sont les retraités de la gendarmerie. Les gendarmes n'ont pas le droit de parler, donc il faut parler des retraités, hein, ou leurs épouses. Mais c'est comme ça qu'on a de tout temps des informations. Les CRS, de la même manière, par les syndicats, ont fait savoir que tirer 10 000 grenades lacrymogènes autour de l'Arc de Triomphe, c'est un échec d'un point de vue maintien de l'ordre. C'est un échec. C'est beaucoup trop considérable. Donc, il faut renvoyer aussi, je pense, l'État et les autorités préfectorales à leurs responsabilités par rapport à ça. Voilà. Deux questions. La première, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand on met en cause l'absence de formation à l'emploi de l'LBD pour justifier les conséquences que vous décrire, quand vous dites que c'est les bacs qui sont la plupart du temps mis en cause, c'est leur arme de prédilection, on ne peut pas utiliser l'excuse de l'absence de formation dans ce cas-là. Parce que c'est leur arme, ils savent en fait. Alors, l'excuse de la formation, c'est que, par rapport au bac, c'est qu'elles ne sont pas formées au maintien de l'ordre. Elles sont formées au LBD, mais pas au maintien de l'ordre. Leur vision de la société, c'est les criminels potentiels, les délinquants possibles. Leur travail, c'est ce qu'elles appellent du saut de dessus, de l'interpellation. Hein, j'emploie les termes. Bon. Vous les mettez avec la même arme face à une foule, ils sont dans le même état d'esprit. Elles sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit, selon des CRS qui me parlent des bacs, de guerriers, de cow-boys. J'emploie des termes de commandants de CRS qui m'appellent. Je vous dis que c'est comme, voilà, comme ça. C'est comme ça. Bon, voilà. Alors, on ne va pas dire que les bacs n'ont pas un travail difficile. Évidemment qu'elles ont un travail difficile. Et évidemment qu'elles sont soumises à un stress considérable. C'est pas pour rien qu'elles ont les spécificités des bacs, c'est deux choses. C'est un entraînement régulier et un suivi psychologique régulier. C'est pas pour rien. Bon. Mais maintenant, vous les mettez face à la foule, leurs réactions, leurs usages, leurs coutumes ne sont absolument pas adaptés au maintien de l'ordre. Donc, oui, elles sont entraînées au LBD, mais pas du tout dans les conditions de la foule. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que les polices européennes ont évolué depuis Gustave Le Bon et la psychologie de la foule. Pas la France, qui aujourd'hui considère encore la foule comme univoque, compacte, c'est la foule. Pour un baqueux, la foule, c'est la foule. C'est une seule composante. Alors qu'en réalité, il y a, notamment dans le mouvement Gilets jaunes, de multiples composantes. Il y a énormément de primo-manifestants. Parmi les blessés graves, la plupart sont des primo-manifestants. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas les codes de la manifestation, qui ne sont pas habitués à ça. Et comme en face, on n'avait pas la désescalade à l'européenne, c'est-à-dire information de la part de la police sur comment elle va agir, à quel moment, etc., ben on arrive à ces drames. Voilà. Si je peux ajouter, moi je crois que ce n'est pas une excuse. En aucun cas, c'est une excuse. Le rôle de la police, c'est d'utiliser la force, y compris dans les banlieues. Moi, il se trouve que je vis en Seine-Saint-Denis et que j'étais déjà là en 2005, donc je sais à peu près de quoi je parle. Le rôle de la police, ce n'est pas d'utiliser la force pour abattre, y compris des délinquants réels ou supposés.
le rôle de la police, c'est de tout faire pour éviter de blesser. Y compris, je ne sais plus lequel d'entre vous expliquait tout à l'heure, que si on veut un jugement derrière, et que le rôle de la société, c'est quand il y a un délinquant, on l'amène devant la justice, on doit tout faire pour faire en sorte que les personnes soient en capacité de juger, de témoigner, et pas de les neutraliser. Je dis y compris ça parce que je sors de 6 mois en commission terrorisme au Parlement européen, où on commence à considérer qu'abattre un terroriste, c'est une chose normale. Je rappelle que dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, la peine de mort est interdite, quoi. Donc, on perd les notions de droit élémentaire avec l'évolution sécuritaire de nos pays. Et après, je crois que la question de la formation au maintien de l'ordre et la question de la formation à l'usage des LBD, c'est pas la même chose. Et la question là, effectivement, on le voit, David l'a dit tout à l'heure, la plupart des blessures, et notamment des blessures graves, ne viennent pas des forces qui sont habituées au maintien de l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais très majoritairement, c'est celles qui n'ont pas l'habitude qui n'ont pas été formées au maintien de l'ordre. Donc c'est vraiment deux choses différentes, quoi qu'on pense de la théorie du maintien à distance utilisé par les pouvoirs publics français. Deuxième question. C'était tout ce que vous venez de dire, on retire une impression assez désagréable à inquiétante, c'est que ce ne sont jamais les casseurs qui sont visés. Est-ce que c'est une fausse impression ou est-ce que c'est la réalité, ça? Parce que c'est quand même justement, comme vous l'avez tous dit, c'est la justification. Oui, alors, moi le terme de casseur, je n'aime pas ce terme parce qu'en fait je ne sais pas à quoi il fait référence. Je connais les termes du code pénal qui punissent des actes de violence ou des actes de dégradation et qui ont une définition juridique assez précise. Donc la notion de casseur, j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse pour raisonner un peu sur du droit et des points précis. Ensuite, moi ce que j'ai constaté, c'est que toutes les personnes, alors de ce que j'ai vu, mais je pense que personne ne me contredira sur ce point, toutes les personnes qui ont été victimes graves et qui ont déposé plainte, qui ont fait état publiquement en contactant David Dufresne ou en publicisant leurs blessures, sont des personnes qui n'ont pas été poursuivies. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que on dit oui mais on a besoin du LBD pour empêcher des gens de commettre des actes de violence ou de dégradation. On voit bien que les personnes qui sont blessées ne sont pas poursuivies. Et ensuite, alors, parce qu'il faut quand même le dire, il y a un certain nombre de personnes qui sont effectivement interpellées, placées en garde à vue, poursuivies, etc. Un grand nombre, si ce n'est la majorité de ces personnes, sont libérées sans aucune suite judiciaire. Ce qui montre bien aussi que les personnes qu'on présente, que le gouvernement présente aux médias comme étant des casseurs, entre guillemets, qu'on a interpellés, qu'on a mis hors d'état de nuire, en fait, n'en sont pas. Et sont des personnes qu'on a juste voulu écarter pendant un temps de la manifestation pour qu'ils n'aillent pas manifester. Et ensuite, pour venir, parce qu'effectivement, on ne nie pas qu'il y ait des actes de violence et de dégradation qui soient commis au cours des manifestations. C'est une réalité. Mais ensuite, il faut bien voir que le nombre de personnes qui sont au final jugées puis condamnées par un tribunal pour des actes de violence ou de dégradation sont finalement une infime partie des personnes qui ont au départ été interpellées. Et je tiens à attirer l'attention votre attention, parce que l'occasion m'en est donnée. Vous avez probablement entendu parler d'une note du procureur de la République de Paris. Alors, cette note avait été publiée, des extraits avaient été publiés par le Canard enchaîné fin janvier. Vos confrères de France Info, me semble-t-il, ont publié il y a quelques jours des informations complémentaires sur cette note, à savoir sa date, à savoir le 12 janvier, ce que le Canard enchaîné ne donnait pas comme information, et surtout son auteur. Et nous avons appris que l'auteur de cette note était Rémi Heitz, procureur de la République de Paris lui-même. Donc ça, c'est deux informations nouvelles qui sont tout à fait intéressantes, voire stupéfiantes, parce qu'on a un magistrat qui certes n'est pas indépendant, mais qui, au stade des procédures, au stade de la garde à vue, est le seul magistrat et la seule autorité judiciaire en charge de respecter la liberté individuelle des citoyens. Et ce magistrat a donné pour consigne à ses subordonnés, c'est-à-dire aux jeunes substituts, c'est souvent des jeunes que je croise dans les couloirs au palais de justice, de maintenir les personnes en garde à vue
jusqu'au samedi soir ou au dimanche pour éviter qu'ils se rendent dans des manifestations. Et j'en aurais terminé par un point qui est la lecture de la réponse de la France au mémorandum de la Commission aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Alors c'est un document qui est tout à fait, encore une fois, stupéfiant, qui est très intéressant. Qui est accessible en ligne. Qui est accessible en ligne, enfin oui, mais c'est très contradictoire au niveau du Conseil de l'Europe, parce que la commissaire aux droits de l'homme, elle publie son point de vue, mais elle laisse l'opportunité à la France de répondre. Donc c'est intéressant, on ne peut pas dire que la France a été accusée à tort et à travers sans possibilité de répondre. Et dans ce document, qui à mon avis, c'est pas signé, mais je pense qu'il est rédigé par les équipes du Quai d'Orsay, qui représentent la France auprès du Conseil de l'Europe. Donc en gros, le Quai d'Orsay dit au nom de la France, ah non, mais alors pour ces personnes placées en garde à vue, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, parce que si c'est une garde à vue qui n'est pas justifiée, ben, le procureur de la République, autorité judiciaire, va les libérer. Donc ça manque pas de sel de lire cette réponse du gouvernement français en parallèle avec ce que nous avons appris cette semaine sur la note rédigée par Rémi Heitz et envoyée sur Bordeaux. L'état de droit et les règles de l'état de droit. Allez-y. Bonjour. Alors je vais citer un extrait de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier qui dit je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Et le Figaro cite un policier à l'UNI qui dit que si les fonctionnaires sont forcés, si les armes intermédiaires sont supprimées, ils seront forcés d'utiliser des armes létales, ça n'aura aucun sens. Donc j'ai deux questions. Est-ce que le maintien de l'ordre est possible sans ces fameuses armes intermédiaires dont vous avez montré la dangerosité? Et quelles sont les alternatives pour permettre aux policiers de se défendre face à la partie, certes infime, mais qui existe quand même, des manifestants qui le font très mal? Je ne sais pas, peut-être d'être du frère. Je peux faire un premier truc, parce qu'il se trouve que j'aurais répondu à une interview sur cette question hier, et je vais faire de la comparaison européenne. Nos voisins, allemands et britanniques notamment, qui sont des pays quand même à peu près semblables dans leur culture que la France, n'utilisent pas ces armes-là. Donc moi j'ai une question et je laisserai les autres répondre. Est-ce que les manifestants français sont plus violents que les manifestants allemands ou que les manifestants britanniques? Je rappelle juste qu'il y a des hooligans dans les deux pays et qui n'utilisent pas les armes létales. Alors, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Il se trouve que donc, moi j'ai étudié le maintien de l'ordre, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce qui se passait dans les Gilets jaunes. 94, vous avez le Parlement de Bretagne à Rennes qui brûle, qui part en fumée, parce qu'il est assiégé par des marins-pêcheurs qui ont des harpons, enfin, qui attaquent, voilà. Vous avez dans les années 70 des manifestations extrêmement dures avec les sidérurgistes. Vous avez dans les années 90 des manifestations extrêmement dures avec de pompiers. Pourquoi extrêmement dures? Parce que les pompiers sont aussi bien équipés que les CRS. Pour parer et prendre les coups. Bon. Donc, l'argument qui est resservi gouvernement après gouvernement, oui mais aujourd'hui c'est plus violent, et ne résiste pas à l'analyse historique. Alors, puis après on peut aller en 68, etc. Bon. Le maintien de l'ordre, c'est terrible à dire, mais quand vous êtes CRS ou quand vous êtes gendarme et que vous arrivez à l'école de Saint-Astier en Dordogne, la première chose qu'on vous apprend, c'est à amortir, à absorber les coups. C'est pour ça que vous êtes équipé, c'est pour ça que vous êtes formé. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est ça le maintien de l'ordre. Et il est évident que quand vous allez chercher, comme c'est fait depuis 3 mois, dans les commissariats, des gardiens de la paix, à qui vous dites, samedi, t'as maintien de l'ordre. Ah ben non, va chez Decathlon acheter un casque pour te protéger. Il est évident que la peur, je veux dire, on se met à la place d'un gardien de la paix, oui, qu'il ait peur, c'est légitime, c'est logique. Il n'est pas formé, il n'est même pas équipé, et il est encore moins entraîné. Bon. Et ça concerne, je pense, 50% des policiers qui étaient en fonction en décembre, janvier et début février. Aujourd'hui, il y a un peu moins de policiers dans les rues, mais rappelez-vous, on était jusqu'à 80 000 policiers. Or, il y a 15 000 CRS et gendarmes mobiles. Donc le reste, ce sont des gens qui ne sont pas formés, etc. Donc dès lors que vous commencez à mettre des policiers qui ne sont pas formés, effectivement, la question de la violence se pose de manière encore plus
présente. Donc, ça a été dit, les néo-nazis en Allemagne, les hooligans en Angleterre, c'est pas des tendres. Il y a des émeutes en Angleterre. Les policiers n'utilisent pas de LBD, n'utilisent pas de grenades, n'utilisent pas d'armes de guerre. Voilà, ils n'utilisent pas d'armes de guerre. Bon. La police française refuse de participer aux réunions des polices européennes sur le maintien de l'ordre. C'est pour ça qu'on a mis voilà. On a une idée de ce qu'ils utilisent d'autres outils que la police française n'utilise pas justement pour maintenir l'ordre. Alors, si vous voulez, c'est toute la technique qui est différente. Hein. C'est une technique dite de désescalade. Donc, c'est quoi la désescalade? C'est informer. Et non pas avec un porte-roues à pile qui porte pas plus loin que la première rangée de manifestants aux Champs-Élysées, comme j'ai pu le voir, mais c'est des haut-parleurs gigantesques. C'est utiliser la signalisation des villes électroniques pour dire on va faire usage de la force, pour faire les sommations. C'est utiliser les réseaux sociaux pour les sommations. C'est-à-dire, c'est avoir la même mobilité que les manifestants. C'est-à-dire, c'est être sur le même terrain, etc. Voilà. C'est des choses comme ça. C'est plus de l'approche que de l'équipement. C'est surtout de l'approche. C'est surtout de l'approche. Alors, certains policiers vous diront aussi que aujourd'hui, la France paye le démantèlement de son renseignement, notamment des renseignements généraux, qui n'ont pas été, puisqu'ils n'existaient plus, par exemple, capables de prévoir le mouvement Gilets jaunes. C'est assez extraordinaire, hein, quand même, qu'un mouvement comme ça apparaisse en n'étant absolument pas dans les radars du renseignement. Une des raisons, c'est qu'effectivement, le renseignement, on va dire, à la papa, là je parle des renseignements généraux à la papa, je ne parle pas des barbouzards, je parle de ceux qui viennent dans les AG, savoir ce qui se passe, s'il y a du monde, voilà. Je pourrais dire juste un mot, si vous me permettez. Vous avez posé une question qui était par rapport aux policiers, quels moyens pourraient-ils utiliser autrement? Je vais vous poser une autre question. Je m'interroge en tant que, je sais pas, témoin, réalisateur, journaliste, comme vous voulez. Ma question, c'est combien y aurait-il eu de manifestants s'il n'y avait pas eu cette répression-là? C'est quand même une question importante. Parce que vous avez un événement qui est quand même unique. On parle d'un événement unique. On ne parle pas que du LBD 40. On parle d'abord d'un soulèvement en France populaire. Moi, j'ai 50 ans, j'ai jamais vu ça en France. Et ce soulèvement, en plus, a de mon point de vue, une richesse extraordinaire. Bien sûr qu'il y a des casseurs, mais il y a un mouvement qui est tout à fait extraordinaire quand on l'observe et quand on se donne le temps de l'observer. D'accord? Donc, la question, c'est bien sûr l'utilisation de ces armes dont on parle. Elle a un effet qui est dissuasif. C'est pas seulement du maintien de l'ordre, mais on peut s'interroger quand même, sans être accusateur, mais on ne faut pas être naïf. Est-ce que c'est un pur hasard si on se sert de ces armes à la tête? Est-ce que c'est juste des accidents? Ou bien est-ce qu'il y a eu on a un petit peu poussé l'utilisation de ces armes pour finalement étouffer dans l'œuf un mouvement? Un mouvement, on en pense qu'on veut, mais c'est un mouvement, ce sont des Français, je ne crois pas qu'ils étaient casseurs la veille, je ne sais pas s'ils étaient le lendemain également, c'est assez minoritaire. La plupart d'entre eux, on l'a souligné, c'était des primo-manifestants, donc il y a quelque chose qui s'est exprimé dans ces manifestations, quelle que soit la forme qu'elles ont pu avoir. Et pour ce qui est de la violence, mes critères de violence sont très au-delà de ce que j'ai pu voir ici. Je rappelle que chaque année en France, la veille du jour de l'an, il y a près de 1000 voitures qui sont incendiées. D'accord? Je crois que c'est des chiffres qu'on note chaque année, un truc comme ça. Hein. Donc là, je ne sais pas s'il y a eu 1000 voitures incendiées en l'espace de 3 ou 4 mois. Donc, par rapport à quoi compare-t-on la violence? D'accord? Donc ma question, c'est combien y aurait-il eu de manifestants si ces armes-là n'avaient pas été utilisées? Après, la question de savoir comment on maintient l'ordre, je renvoie à ce qui a été dit. Comment faisaient les policiers avant? Je ne sais pas, ils faisaient comment avant? Ils font comment ailleurs? Donc la question, on peut se la poser. Deuxième aspect de mon intervention, c'est, il me semble, en ce qui me concerne, c'est un jugement très personnel, une opinion, que ces mouvements sont l'indication d'une transformation de la société profonde. D'accord? Une transformation dans le rapport aux politiques, dans le rapport à l'acceptation ou pas du monde dans lequel on vit. C'est tout ça qui est en jeu là-dedans, à mon sens. Je pense que cette transformation va se durcir. Elle va s'aggraver dans le temps. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on arrive est un monde qui est encore plus incertain, encore plus déstabilisant,
encore plus, par certains aspects, injuste que le monde qu'on a connu jusqu'avant. D'accord? Donc on va probablement avoir en France ou ailleurs des tas de gens qui vont un beau jour en avoir marre et qui vont décider peut-être d'aller dans la rue et peut-être d'être violents. Parce que parfois la violence, c'est le dernier moyen qui reste des personnes pour s'exprimer. D'accord? Je ne porte pas un critère de bien ou pas bien, c'est un constat que je fais sur l'être humain en tant que tel. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Je vous laisse imaginer, si dans 5 ans, dans 3 ans, pour X ou Y raison, la situation est encore pire en termes de travail, en termes de réchauffement climatique, et toutes les déstabilisations que ça peut entraîner, il y a des manifestations diverses et variées, hétéroclites et au fond, pourquoi pas violentes, que va-t-il se passer du côté du pouvoir? Ces manifestations sont aussi dues à une transformation des outils qu'on a aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux notamment. Là je parle aussi en termes d'hommes de médias, c'est-à-dire que ces outils-là, les réseaux sociaux, Facebook, enfin tout ce qu'on connaît, évidemment transforment la nature du pouvoir, transforment la nature de la relation au pouvoir. Donc si la réponse qu'on apporte à ces outils dans une société démocratique, c'est de la violence ou du déni face aux personnes qu'on a face à soi, on va bien s'amuser dans les années qui vont venir. Parce que ces outils, si vous gagnez du masque, vous perdez d'autres, en quelque sorte. Les gilets jaunes, sans les outils de réseaux sociaux, ne sont pas capables de s'organiser comme ils le font aujourd'hui. Donc le mouvement est aussi la conséquence de cette transformation des outils. Ce n'est pas la responsabilité des gilets jaunes en tant que tels, c'est, voilà, les outils sont là, on s'en sert, ces outils permettent de nouvelles formes d'organisation, finalement de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes de contestation. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans la réponse qui est donnée, c'est que j'ai l'impression que la réponse, elle est dans le monde d'avant. Elle se situe dans le monde d'avant. Donc c'est une sorte de maintien de l'ordre, répression, beaucoup de répression quand même, pour étouffer dans l'œuf un mouvement. Or, ce mouvement, il est quelque part, c'est le mouvement de notre époque. Voilà. Donc ce sont les choses sur lesquelles je voudrais attirer l'attention. Si la réponse, elle est de cette nature-là, répressive, on minimise les victimes, on manipule parfois quand il y a un cas flagrant, comme celui de Jean Rodriguez, pour jeter le discrédit, pour minimiser le mouvement en tant que tel, alors je pense que cette stratégie-là va devoir se durcir dans le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement, avec les lois anti-casseurs, demain les algorithmes, l'observation de tout le monde, etc. D'accord? Voilà ce que je vous dis. Peut-être qu'il faut redire que la revendication des Gilets jaunes dès le départ, c'est une revendication contre la justice sociale, et que la réponse qui a été apportée est une réponse répressive. Je pense que ça fait partie des éléments, et je dirais que le président de la République a voulu sortir de l'impasse, en organisant un grand débat national, et que la première chose qu'on a faite, c'est d'interdire aux Gilets jaunes de participer à ce grand débat national. Donc il y a quand même quelque chose qui est un peu contradictoire en la matière. Soit on apporte une réponse et on ouvre le dialogue, mais on n'a pas peur, on ne fait pas des débats sélectionnés, et avec toutes les forces de police qui permettent de protéger. Là, on est effectivement dans la fuite en avant. Cédric Domenedjo, vous vouliez apporter un complément, répondre à la question. Cédric est membre fondateur du collectif Désarmons-les. Oui, je fais partie de collectif qui lutte depuis des années contre les violences d'État. Et c'est à ce titre-là que moi je voulais intervenir parce que je reste extrêmement mal à l'aise par rapport à des discours qui sont portés, y compris malgré le fait que je suis extrêmement content qu'on se pose la question enfin des arbres après des années, ça pose de manière visible. Mais je reste vraiment mal à l'aise avec la notion d'utilisation, usage de ces armes dans le cadre des manifestations. Moi, je vois deux problèmes qu'il faut poser séparément. Vous parlez souvent de la question de la formation, du problème de la formation de certaines brigades au maintien de l'ordre, et notamment de la BAC, et son intervention dans les manifestations. Moi, je considère que si on aborde la question de cet angle-là, c'est un faux argument. Enfin, on n'aborde pas la question du bon angle. Non seulement parce qu'il faut distinguer la dénonciation des violences policières et les pratiques de police de manière générale, et l'utilisation des armes séparément. Ce que je veux dire, c'est que ces armes-là, c'est des armes de police judiciaire. C'est des armes qui ont été conçues pour punir. C'est des armes qui se sont incrustées dans la doctrine du maintien de l'ordre, a posteriori, mais qui étaient prévues à
Chine comme des armes soi-disant antidélinquantes. Donc c'est des armes qui sont faites pour blesser, pour punir un acte, un délit. Et d'ailleurs, dans la doctrine, dans le schéma de la riposte graduée, ces armes, on ne sait pas trop où les mettre en général, elles ont été placées entre les grenades à effet de souffle et les armes à feu. C'est bien qu'elles sont plus dangereuses que les grenades, mais soi-disant moins dangereuses que les armes à feu, c'est surtout qu'elles sont, on ne sait pas trop où les mettre ailleurs dans ce schéma de la riposte graduée. Où je veux en venir, c'est que le problème fondamental de ces armes, c'est pas qui les utilise, comment elles sont utilisées, c'est pourquoi elles existent. Et pourquoi on utilise ce genre d'armes, enfin, pourquoi on utilise des armes tout simplement contre les populations civiles de manière générale. Le problème, c'est que dans notre politique des armes et des violences d'État, on a intégré, quelque part, on a intégré déjà le fait qu'on ne peut pas contester complètement l'usage de ces armes, on ne peut pas parler de désarmement. Moi, je fais partie des gens qui continuent de lutter pour le désarmement des forces de l'ordre, parce que, tout simplement, contrairement à ce qu'au discours public qu'on entend depuis maintenant plusieurs années, notamment à l'occasion des attaques terroristes, c'est qu'on serait dans un espèce d'état de guerre. Et moi, je fais partie des gens qui continuent à marteler, on n'est ni en guerre, ni en état de guerre. Et le LBD 40, son vrai nom, c'est GL06. Ça veut dire lance-grenade. Lance-grenade 06, et elle est vendue à des forces armées, notamment en Ukraine, au Peshmerga et au Irak. C'est une arme qui est prévue pour lancer des grenades. C'est une arme qui est introduite par Sarkozy dans les années 2000 pour introduire dans un contexte de militarisation des forces de l'ordre qui vient des États-Unis, parce qu'à l'époque, on considère que la police a quelque chose à apprendre dans des terrains de guerre. Et c'est une vieille histoire de la police française, hein, ça remonte à la guerre d'Algérie. Et c'est ça le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on a pu accepter depuis les années 2000 de confondre état de guerre et lutte contre lutte de police, enfin police contre la délinquance ou contre les manifestations, enfin lutte contre les populations civiles. On n'est pas face à des armées symétriques, et même si on était face dans une guerre asymétrique, je pense qu'on pourrait encore contester l'usage de ces armes. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'antiterrorisme a joué un rôle dans tout ça que je trouve fondamental. C'est que depuis qu'on parle d'antiterrorisme, ça a permis à la police, notamment au renseignement, de confondre leurs deux principes réactionnaires. Il y a un vieux principe réactionnaire chez les forces de l'ordre et notamment chez les services de renseignement, qu'on appelle la contre-insurrection, qui est inspiré par la contre-insurrection. C'est largement partagé au sein des services de renseignement. Et avec l'antiterrorisme, on a réussi à confondre les deux. On a fait une espèce de mélange des deux, antiterrorisme et contre-insurrection, ce qui permet quelque part de copier des modèles contre-insurrectionnels et d'antiterrorisme dans le maintien de l'ordre. Finalement, c'est un truc qui s'est passé à partir des années 2000 et qui est extrêmement dangereux. Et ça émène des cas tout simplement à traiter les révoltes populaires comme des soulèvements armés, de la même manière. Quel que soit leur niveau d'intensité, là, c'est finalement que les arguments, c'est que des arguments en fait, politiques, médiatiques, de parler de l'intensité de la violence, qu'on serait plus élevé, qu'on serait dans un cycle de violence, etc. Non. Et c'est ça qu'il faut rappeler. On n'est pas dans un cycle de violence. La violence, elle a été la même en 68, la même dans les années 30, la même en 1870. Voilà, j'ose faire, on n'est quand même pas dans une. La violence a même été supérieure dans les événements historiques. Voilà, je voulais dire ça. C'est juste que la question du désarmement aujourd'hui, c'est perçu comme un discours radical. C'est très drôle. J'ai l'impression que la gauche intellectuelle classique, il y a 20 ans, 30 ans, parlait plus facilement de désarmement sans que ce soit perçu comme un discours radical. Et pour finir, je dirais l'utilisation de ces armes dans les quartiers populaires. L'utilisation de ces armes dans les quartiers populaires, pour moi, elle est dénoncée de manière aussi prégnante, aussi importante. Et on parle à demi-mot de Zineb. Mais Zineb, ce n'est pas une manifestante. Elle n'a pas été tuée dans le cadre d'une manifestation. Elle a été tuée à sa fenêtre, du 4e étage sur son balcon. C'est ce qui se passe dans les quartiers populaires. Les policiers qui interviennent dans les quartiers populaires, et notamment avec ces armes qu'on dénonce aujourd'hui, ils tirent dans les fenêtres des gens. Donc ces armes-là, elles sont proscrites de manière générale. Et même dans les prisons, le LBD il a été distribué. En 2016, ils ont commandé 5000 munitions pour les prisons. Donc on tire avec le LBD dans des espaces fermés sur des prisonniers. Voilà, et donc vous avez oublié un mort du flashball plus récent, qui est mort à Roussel, qui s'appelle Cyril Fossanier. C'est la deuxième personne qui est morte d'un tir de flashball. Donc on n'est pas dans des
l'histoire de ces armes. Elles ont tué et mutilé depuis bien plus que 20 ans, mais depuis au moins 60 ans. Voilà. Merci de votre témoignage. Moi, je vais dire une chose. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai aucun problème et je ne pense pas que qui que ce soit autour de la table a dit qu'il justifiait en quoi que ce soit l'usage de l'arme. Je rappelle que le titre de cette conférence de presse, c'est interdire. Et on n'a pas dit interdire dans le cadre des manifestations. C'est interdire. Enfin, pour moi, il y a... vous corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, il n'y a aucun problème. Et je suis parfaitement d'accord avec l'analyse quand vous mettez le dérapage au début des années 2000. Et mon expérience européenne, moi, c'est de dire qu'il y a un deuxième dérapage depuis 2015, avec deux choses qui rentrent l'une dans l'autre, la question des attentats terrorisme et la vague dite de migration qui a traversé la Méditerranée. Et on est en train de tout mélanger, y compris, alors moi ça c'est mon témoignage au niveau européen, on est en train de créer des fichiers monstrueux dans lesquels on mélange criminels, criminels classiques, j'allais dire, avec un niveau, ça va faire plaire à l'avocat que vous êtes, à partir de 4 mois, fichés dans le système d'information Schengen, à partir d'un risque de 4 mois de prison et à partir du moment où on est soupçonné d'être susceptible de commettre un acte. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais j'ai cherché les définitions, moi j'ai cherché à interdire, mais... donc on va vers une société qui est de plus en plus sécuritaire, fichée, effective, avec une efficacité réelle qui est proche du niveau 0. Parce que on croit que tout ce qui est armes, technologie, etc. va remplacer les êtres humains. C'est exactement ce que David vient de dire du point de vue des renseignements en la matière. Et puis par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais peut-être pas assez précise, la police judiciaire, son rôle n'est pas de punir. Il n'y a pas d'un côté le maintien de l'ordre et de l'autre les policiers qui sont censés punir. Elle est judiciaire, la police. Elle est au service de la justice. Et c'est la justice qui punit. Donc, et les dérapages, effectivement, ils ont commencé, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je vis en Seine-Saint-Denis, ils ont commencé notamment en 2005, quand on les a vus. Et après, et peut-être que votre voisin peut rajouter une chose, moi je l'ai aussi vécu parce que j'ai fait des manifestations de la loi travail, je n'avais jamais vu autant de gaz lacrymogène dans une manifestation qu'au moment des lois travail. Et là on est dans une troisième phase, parce qu'en 2015 finalement c'était sur des militants de mouvement social, classique, traditionnel, et là c'est monsieur lambda, quoi. Les manifestants qui sont dans les manifestations des Gilets jaunes, c'est des gens qui ont fait exploser leur colère. Et oui, on est dans une société qui est de plus en plus sécuritaire, d'où l'importance du sens des mots. Et quand on dit formation au maintien de l'ordre, formation à l'usage, c'est pas qu'on justifie, c'est qu'on utilise pour le maintien de l'ordre des gens qui n'ont rien à y faire. Rien à y faire, ils ne sont pas faits pour ça. Et forcément, il y a des dégâts. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'autorise dans d'autres situations. Après, moi, je rajouterais juste une petite remarque par rapport à votre intervention. Moi, avec le constat que j'ai fait, que vous avez déjà amorcé par votre travail depuis longtemps, sur la question des blessures en particulier, nous, la position des soignants, elle est très claire. De toute façon, la pétition et le moratoire qu'on demande, c'est pour aboutir à une interdiction définitive de ces armes. Parce que moi je pense qu'en tant que soignant, en tant que citoyen, personne ne peut accepter d'avoir quelqu'un de sa famille qui rentre un soir d'une manifestation avec une main en moins, un œil en moins, une blessure à vie irréversible. C'est ça le problème, c'est que ce sont des choses qui sont irréversibles. Donc on voit bien que ces armes sont extrêmement dangereuses et sont inadaptées en fait. Bien sûr, on voit que dans d'autres pays ça se passe différemment. On a eu l'occasion de discuter avec des syndicats de policiers qui nous expliquaient que par exemple en Angleterre il y avait eu des émeutes très violentes et les policiers ont posé sur la table cette question-là de l'usage de ces armes, vous posez la question tout à l'heure,
l'usage de ces armes, et ils ont dit, bah non, écoutez, c'est trop dangereux. Et pareil en Belgique, là, récemment, j'ai vu une intervention d'un chef de CRS belge qui a dit la même chose. Il a dit, nous, on a évalué quel bénéfice, entre guillemets, dans le maintien de l'ordre de ce type d'armes. Ils ont jugé que c'était trop dangereux parce que ça ciblait une personne, et ça ne permettait pas de contrôler l'ensemble de la foule, quoi. Et on peut se poser la question, effectivement, est-ce que c'est pas finalement une justice punitive qui est faite au travers de ces armes, pour finir? Parce que si elles ne permettent pas de contrôler, expéditive, si elles ne permettent pas de contrôler la foule, à quoi elles servent? Voilà. Donc nous, sur le plan des soignants, on est pour l'interdiction définitive de ces armes. C'est très clair. Kézy. Et après, on va arrêter parce que oui, la question n'était pas à vous, c'était pour vous donner des billes. Parce qu'en fait, par rapport au quartier, par exemple, mes fils ont été mutilés dans un quartier pendant une manifestation. Et ils n'ont pas parlé d'opération maintien de l'ordre, ils ont parlé d'émeutes urbaines. Dans les lycées, là, en 2019, en fait, quand nos gamins ont été attaqués, en fait, devant leur lycée, ils ont appelé ça émeute urbaine. En fait, les mots sont importants, c'est parce que eux, ils vont différencier, en fait. Parce que nous, on a une histoire. On a une histoire, en fait, on s'est déjà battu contre, on a été à l'Assemblée nationale pour la commission d'opération de maintien de l'ordre. Et en fait, ils ont toujours fait cette différence. Et la différence, en fait, et c'est pour ça qu'on vous donne ces billes-là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, en fait, ils attisent les populations, en fait, qui manifestent. Par exemple, ils envoient des grenades qui font que les gens, les manifestants, en fait, s'énervent. Et ensuite, on parle d'émeutes. C'est cette dérive-là, en fait, que la police est en train de nous faire. C'est pour ça que nous, on va plus loin que l'arme. C'est ceux qui la possèdent. Nous, on est contre la police à cause de ça, parce que c'est une manipulation de la police. La police, elle prend les armes et elle vise la tête. C'est ce qu'on dit depuis des années. Mon fils, il a été mutilé. Le gars, il a été obligé de faire un faux procès verbal pour justifier, en fait, la légitimité de son tir. Et la plupart comme Amine, mais on est des dizaines comme ça à avoir été criminalisés. Et c'est pour ça qu'on dit, en fait, le problème, c'est même pas une question d'armes, c'est une question de police, parce qu'on a encore une police. Il faut savoir que le policier qui a mutilé mon fils, bien qu'il a été condamné en première instance, et ben entre la première instance et l'appel, il a été promu avec 500 € de plus. Et c'est pas le seul policier. On a des policiers, parce que nous faisons des listes de policiers qui ont été condamnés maintes fois et qui ont été promus à chaque fois. Donc c'est bien comprendre qu'on a un problème avec l'arme, mais aussi avec cette police, avec cette hiérarchie, en fait, qui est une hiérarchie qui dépend des méthodes du Veldiv, avec le fichage et du méthode de Charonne, en fait, en nous mutilant et en tuant des gens. Et en fait, ce qu'on voulait essayer de vous faire comprendre, c'est que nous, on sait ce qui va se passer. On sait que la France refusera de toute façon de lâcher ses armes. On le sait, on voit le mémorandum, on voit... Mais on l'a déjà fait, ça. On a déjà fait tout ça. Tout ce parcours-là, il a été déjà fait. Amin Bentoudzi a été à Genève. Farid Eliani a été à Genève. On a eu la réponse, la France respecte les droits. C'est pour ça que nous, on a une position qui est claire, c'est que face à un légaliste qui n'est pas légitime, il est illégitime, nous, on peut se permettre de dire, ben oui, nous sommes tous des casseurs. Parce qu'il y a un moment donné où la répression, elle est trop forte. Et vous allez voir, quand la lumière va s'éteindre, parce que c'est clair, les médias vont fermer, il ne restera plus que les blessés. Nous avons vécu ça. Nous, Assemblée des blessés, ces gens-là, ils vont rentrer dans un désespoir. Et en plus, là, déjà, il n'y a plus de sous. Les gens ne vont même pas se soigner parce qu'ils n'ont pas de sous. Alors, peut-être une chose qu'on pourrait faire à l'Europe, c'est demander, en fait, une somme qui permettrait d'indemniser, parce que la France n'indemnisera pas, en fait, ces gens-là. Parce que, de toute façon, ils sont en train... Moi, j'ai des appels pour justifier, en fait, qu'il y a un déréglage, que l'arme, en fait, est imprécise. On m'appelle pour me demander de dire que l'arme est imprécise. Parce qu'ils sont en train de faire des expertises là actuellement pour se mettre d'accord pour que l'arme en fait ait un différentiel de 30 à 40 cm. C'est ça qu'on tient à vous alerter. Ce que vous faites c'est bien, mais ça ne marchera pas. Parce qu'on a déjà fait ça. On en parlera dans quelques années. Merci beaucoup pour ces encouragements.
je ne frustre personne si je remercie les uns et les autres. Merci de vos témoignages, merci de vos déplacements. Je ne dis pas à bientôt parce que j'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais en ce qui me concerne en tout cas, je continuerai de suivre cette question avec le même intérêt. Non, ça,